La cour des fandoms annonce l'affaire The Flash contre le monde ouverte. The Flash, film sorti le 16 juin 2023, réalisé par celui qui a fait le diptyque adapté du livre de Stephen King, Ça. Produit et distribué par la Warner sous la direction du destructeur de monde David Zaslav. Mettant en scène un criminel récidiviste, des actrices qui méritaient mieux, et des vieux monsieur qui en ont marre des trucs de super-héros. Écrit par la scénariste du meilleur film live Transformers et d'un des rares films du DCU à ne pas être un bordel narratif, est accusé d'entrave à la justice en protégeant un criminel en fuite ainsi que détournement d'argent, de crimes contre les fandoms et de profanation de sépultures. Monsieur le représentant de l'accusé, qu'est-ce que votre client plaide? Non coupable, monsieur le juge. Attendez une seconde, c'est vous l'avocat de la défense? Ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, je m'attendais à ce qu'un film Warner et DC Comics soit défendu par, vous savez, Ah, ça, oui, alors, en fait, c'était prévu à un moment, mais il a été un petit peu occupé. David, c'est la 3e fois cette année. J'ai un passif de serial killer de film, et même moi, je trouve que c'est n'importe quoi ce que tu fous. Tu peux arrêter de détruire mon entreprise ne serait-ce qu'une seconde? Ah non, on va pas annuler Dune 2 pour faire Wild Wild West 2, hein. Arrête de détruire mon studio. Ok, ça me va, c'est toujours mieux qu'un autre scroll, hein. C'est du racisme Ta anti-scroll. gueule! Ok, donc, monsieur le procureur, vous avez quelque chose à dire? Objection! Waouh! Quoi? Bientôt 10 ans que tu utilises une reprise de Phoenix Wright dans ton générique, et c'est à peine maintenant que tu fais une vraie parodie de Phoenix Wright! J'avais pas d'autres occasions avant. Pas d'autres occasions, c'est la 3e fois que tu fais une parodie d'un truc policier en parlant d'un film DC Comics. Et tu te rends compte que maintenant que tu pouvais parodier Phoenix Wright? Ouais, mais l'autre fois, j'étais dans un mood plus Hercule Poirot. Bref, je disais objection! À quoi? Ben... à ce qu'il vient de dire, là, Non coupable? Oui, voilà, à ça. Ça marche pas comme ça, MJ. Il a fait que déclarer ce qu'il plaide, hein. Il a pas encore argumenté son cas. Oh! Non, et puis depuis quand t'es procureur, toi? Je croyais que t'étais détective privé, avocat... C'est quoi la fonction de ton bureau des polémiques débiles, là, déjà? Ce qui m'arrange selon la vidéo, hein. Bref, comment vous plaidez votre cas? Alors oui, mon client et moi-même considérons que le film The Flash est le meilleur film de super-héros de tous les temps, que son échec commercial est juste dû à la méchante cancel culture, qui nous empêche de travailler avec un acteur de talent qui a juste failli détruire la moitié d'Hawaï, ça va, et à d'autres rageux qui jugent un film uniquement sur des extraits venant d'un téléphone portable. Aucun de vous deux n'a un diplôme en droit, c'est ça? J'ai un diplôme en art du spectacle. Et un diplôme en économie fait par ma maman. Allez tous crever. Non, et puis je vois pas pourquoi moi ou mon client serait obligé de justifier ce film, c'est pas nous qui l'avons fait après tout. Tu lui expliques? Sans souci. Un film sans réalisateur. The Flash, probablement le film le plus polémique de l'année. Croyez-le ou non, j'ai vu des gens qui aiment ce film. Même parmi des critiques respectées de YouTube cinéphile. Même le Nostalgia Critique est en mode « Oh, c'est pas si mal !» Alors tant mieux pour eux s'ils apprécient ce film, mais en mon sens, ce film mérite toutes ces critiques. Le seul point où je défendrais peut-être le film, c'est par rapport à son réalisateur Andy Muschietti. Je pense pas que ce soit très juste de mettre toute la faute de ce film de merde sur son dos. Ce film était clairement une commande, on lui a imposé ce projet car il était encore sous contrat chez Warner et que le patron de DC Studios du moment l'aimait bien, parce que l'industrie des blockbusters a atteint un niveau où les réalisateurs, aussi talentueux soient-ils, sont réduits qu'à des engrenages facilement remplaçables. Car les cadres exécutifs d'Hollywood ont fait en sorte que l'argument de vente ne soit plus le réalisateur ou l'acteur, ou d'autres artistes, mais la licence qu'ils adaptent. Genre ouais, je crois trop que la réalisatrice de Nomadland avait hâte de s'attaquer à un film Marvel après son film sur la précarité des sans-domicile fixe. Je bossais avec des acteurs investis sur un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et là, je travaille sur fond bleu avec des mannequins en costume qui se battent pour... Pourquoi déjà? L'orbe d'infinité. L'orbe d'infinité. Non mais en même temps, comment le réalisateur est censé savoir quel film il veut qu'on fasse, hein? Bah prenez des réals qui savent faire alors. Ou sinon, va pas emmerder le réalisateur de Mama et fais-le toi-même ton film de merde s'il y a que toi qui décide. Objection! Le juge prend parti! Objection rejetée, c'est moi le juge, crétin. Ah bah oui, merde. Parce que vraiment, aucun artiste n'a pu bosser sur ce film qui n'est juste qu'une formalité pour aider à une transition vers un nouvel univers cinématographique. Nouvel univers cinématographique qui est déjà annulé pour être remplacé par un nouvel univers cinématographique. Ouais, mais l'ancien patron, il était con, tu vois. Nous, notre plan, il est bien meilleur, hein, et on pourra pas faire mieux après. Bah alors pourquoi tu défends ce film?
Ce film est proche du cas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi, où ce dernier a pu mettre sa personnalité dans la mise en scène, ses idées visuelles et la présence de ses collaborateurs habituels, comme Danny Elfman et bien sûr Bruce Campbell, mais le scénario va pas me faire croire qu'il avait quelque chose à foutre de la suite de Doctor Strange, qui n'est pas vraiment une suite de Doctor Strange, mais une suite d'une série télé qu'on ne peut voir que sur Disney+, et qui tease de futurs projets en faisant faire des caméos à des personnages d'autres licences. Non, ça c'est Kevin Feige qui décide de ce que ce film doit être, quitte à laisser tomber l'idée de faire un film de Sam Raimi, ou même de faire une suite à Doctor Strange. Vous le connaissez? Oui, Mordo. C'est le premier qui m'a amené un camartage. Génial. Et il a pété un câble et consacré sa vie à essayer de me tuer. Et une autre fin post-générique d'un film Marvel qui n'amène à rien. C'est con là en plus, parce que c'est même pas parce que le film n'avait pas marché, il n'a pas eu de suite ou quoi. The Flash est pire. Aucune décision artistique de ce film ne semble être née d'une vision autre que celle du producteur exécutif véreux qui met du fanservice nostalgique artificiel, presque écrite par une IA. L'histoire se soucie plus d'être fidèle au comic book que l'ancien patron a écrit, à savoir Flashpoint, quitte à bâcler le climax qui se résume qu'à 3 Flash qui discutent. Le tout en copiant son voisin Marvel qui a déjà fait de bien meilleurs trucs sur le multivers. Même les séries du Arrowverse se donnent une leçon d'écriture sur le multivers à ce film de merde. Ce qui fait que je ne vois pas ce qu'Andy Muschietti a vraiment fait pour que ce film soit nul, car il semble ne pas avoir eu la liberté de faire quoi que ce soit qui lui soit propre. Il y a des aspects propres à la cinématographie de Muschietti, mais c'est rare, comme ce plan de transition temporelle dont Muschietti est clairement tombé amoureux dans sa chapitre 2, dont il répète cette idée tout au long du film, un souci de ton dont on parlera plus tard, et la scène du baby shower qui participe à une drôle de récurrence sur sa filmographie, des enfants de bas âge qui se font tuer. Le nourrisson n'a pas survécu. Ce qui est bizarre comme récurrence, non? Je veux dire, Tarantino il a les plans sur les pieds, Spielberg il a les plans à contre-jour, J.J. Abrams il a les lens flare, et Andy Muschietti il a... Des enfants morts, yeah, yeah. Je veux dire quoi, si Flash avait eu droit à une suite, il aurait combattu un bébé ou un truc dans le genre? Je crois pas qu'un de mes plus grands ennemis soit un bébé. Ah, ça peut tuer un bébé. C'est arrivé. Oh ça va, genre t'as jamais tué de bébé toi. Quoi? Peut-être pas le film qu'on devrait condamner, hein. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'autres responsables pour la nullité de ce film que les producteurs exécutifs et les cadres d'Hollywood. Et non, je ne parle pas de ma nouvelle némésis, David Sbattar, le mec qui se plaint que Warner coule pendant que lui augmente son salaire pour être le mec le plus riche d'Hollywood, pour ensuite dire aux acteurs et scénaristes en grève qu'ils sont déraisonnables de demander d'être assez payés pour pouvoir manger cette semaine. You can't keep getting away with it. Parce qu'il est arrivé en poste de président de Warner à un moment où le film était déjà tourné. Et peut-être qu'il a fait des trucs qui ont provoqué les effets spéciaux moches ou quoi, mais de ce que je trouve, le pire qu'il a accompli, c'était la pire campagne de pub du monde. Le patron de la boîte qui a fait Superman, Batman le Défi, The Dark Knight, The Batman, V pour Vendetta et Lego Batman qui te dit que Flash est le meilleur film de super-héros de tous les temps, ça fait mal. Surtout quand il force Tom Cruise et James Gunn à le dire. Par contre, c'est hilarant que des tas d'articles sortent et confirment que Flash aurait rapporté encore plus d'argent s'il n'était pas sorti. Parce que c'était un petit peu le prétexte pour avoir annulé le film Batgirl en fait. David Sbattar qui passe pour un con, c'est mon petit porno à moi, tu vois. Ça t'apprendra de vouloir détruire un film juste parce qu'il y a une femme portoricaine en rôle principal et défendre un film juste pour embêter la cancel culture là. Go Flash, no cash. Non, la nullité du film est surtout un accident dû au fait qu'il a été produit sous 3 régimes de Warner et DC Comics différents. Un projet de film Flash a été mis en place en 2014, sous le règne de Kevin Tsujihara, premier patron de Warner asiatique, et Geoff Jones, qui furent dégagés car l'un a essuyé un échec commercial douloureux avec Justice League, et l'autre s'est fait choper à imiter Weinstein. Donc en 2019, ils ont été remplacés par Ann Sarnoff, première patronne de Warner femme. Pas du tout un choix pour planquer un scandale que la Warner a laissé faire, pas vrai? Et Walter Hamada, qui avant ça était producteur des films d'horreur Conjuring, Dans le Noir et ça. C'est donc comme ça que des réals de films d'épouvante comme James Wan, David F. Sandberg et bien sûr Muschietti se sont retrouvés à faire des films d'ici. Puis Sarnoff et Hamada ont été dégagés par le rachat de Warner par Discovery l'année dernière et Sbattar s'est choisi lui-même en patron, devenant le premier patron de Warner à rien savoir des films Warner. Et ils ont pris le seul mec de Marvel qu'ils avaient encore sous la main pour en faire le patron de DC Movies. Espérons que cette décision-là soit bonne. Donc forcément, le projet de film Flash a beaucoup changé au vu de tous ces changements de régime chez la Warner et chez DC. On est passé de Phil Lord et Chris Miller qui ont laissé tomber pour se focaliser sur Solo, chose qu'ils n'ont pas du tout regretté, puis sur Seth Graham Smith, dont ça aurait été le premier long métrage, puis Rick Famuyiwa, le réal de Dope et de quelques épisodes de Mandalorian, qui devait faire une histoire avec Cyborg en partenaire de Flash. Mais il s'est tiré avant que le tournage ne commence parce qu'il était trop edgy pour les producteurs. Alors de ce que j'ai vu, la carrière hors franchise et gros budget du monsieur se résume à faire des films parlant de la diversité raciale, des communautés des couleurs et d'acceptance.
Ouais, ça sent un peu que par trop edgy, il voulait dire trop politique en réalité. Puis après c'est le festival, car Warner voulait vite trouver d'autres remplaçants, tapant à la porte de Robert Zemeckis, Matthew Vaughn, Sam Raimi, Mark Webb, Jordan Peele ou même Ben Affleck, mais aucun n'était libre. Et puis l'échec de Justice League a fait fuir la moitié des acteurs jouant les super-héros de cette équipe, donc le film Flash est devenu un film Flashpoint. C'est quand même con de se dire que le premier film solo du personnage, ça doit être un reboot pour tout un univers cinématographique et toute l'équipe de super-héros là. On fait venir le scénariste de Fast and Furious 10 et les deux réalisateurs de Donjons et Dragons l'honneur des voleurs, mais il devait attendre que l'acteur Reese finisse de faire la gueule durant les crimes de Grindelwald avant que ce même acteur Reese ne foute la merde car il n'a pas aimé le ton plus joyeux et rigolo des deux réalisateurs. Ha! Ironie! Et imposa à l'auteur de comics non-binaire, le très estimé Grant Morrison, pour faire un truc à la Retour vers le futur, qui est un film rigolo et joyeux. J'ai pas compris. Mais Warner Bros voulait un truc de multivers, au vu du bordel les réals se cassent, et c'est qu'après ça qu'arrive Muschietti. Donc forcément quand il débarque, le mec il sait pas trop quoi faire du bordel quoi. Et encore c'est sans parler des projets qui ont été mis en place avant l'arrivée de l'univers cinématographique en question. Parce que même avant ça, Hollywood essayait de faire un film Flash depuis les années 80. Mais ils étaient bloqués par la politique de Warner à l'époque qui disait « Si ce n'est pas Batman ou Superman, on s'en fout !» Oui alors pas vraiment une règle mais on pouvait le sentir comme ça tu vois. En 2004, ils essayaient un truc avec David S. Goyer, qui était déjà très occupé à tuer Blade et ressusciter Batman. Ils proposaient même Ryan Reynolds en Wally West. Pas le pire des choix franchement. Mais Goyer et Warner n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc ils ont dû laisser tomber en 2007, puis Sean Levy se propose. Mais il laissa tomber en octobre de la même année pour se focaliser sur son chef-d'œuvre, La Nuit au Musée 3. Puis le réal de Serial Nosser fut engagé le mois suivant, et comme un film Justice League par George Miller devait sortir, il était modelé pour être un spin-off de ce dernier. Mais ce fut annulé avec l'annulation du film de Miller la même année. Parce que les mecs ont voulu aller au plus vite avant la grève des scénaristes, et ont pas voulu tourner en Australie car ça allait forcer à payer une taxe s'ils n'avaient pas assez d'acteurs australiens dans leur film. Et comme ça les emmerdait déjà de payer les scénaristes, ils voulaient sûrement pas payer des Australiens. Et ainsi ils ont laissé tomber le film de George Miller, ainsi que le film Flash rattaché. 2007 c'était vraiment une sacrée année pour les films d'ici hein. Ils réessayent de faire un film en 2010 avec Geoff Johns au scénario et les scénaristes du Green Lantern de Martin Campbell. Ça n'est pas allé loin parce que... Green Lantern. Puis est arrivé l'univers cinématographique d'ici. Et là, la politique, si ce n'est pas Batman ou Superman, on s'en fout, est devenue, si ce n'est pas Batman ou Superman, on approuve. Donc ouais, ce film Flash, c'était pas une grossesse difficile, c'était la pire constipation du monde. Au bout d'un moment, tu t'en fous de la tronche que ça aura, tu veux juste que ça sorte de ton corps et de toute façon, tu vas tirer la chasse. Bon oui, on s'est un petit peu pressé, mais ça va. C'est pas un crime de sortir un film qui a mis du temps à se faire. C'est juste. Ah, voilà. Se servir de ce film pour défendre un criminel récidiviste, ça par contre c'est un peu plus discutable. Ezra Miller. Rien à voir avec George. Donc, on en parle de l'éléphant dans les toilettes? Ezra Miller. Cette actrice est non-binaire, je vais faire de mon mieux pour respecter ses pronoms, mais désolé si je me loupe, je ne maîtrise pas parfaitement les pronoms non-binaires français IEL, elle, lui. Waouh, trop gentil, ça le traite de criminel, mais ça respecte au moins ses pronoms, hein. Et mon film, il a pas droit de gentillesse, lui. Je crois que tu l'avais pas fait, le film. Le film de mon client, je veux dire, hein, ça va. Ezra Miller est quelqu'un dont j'avais aucune opinion forte, vous voyez. IEL était là, IEL faisait le café dans le premier Animaux Fantastiques, IEL était très bon dans We Need to Talk About Kevin et Le Monde de Charlie, et bien que sa version de Barry Allen soit étrange, faisant de lui un comic relief socialement inepte, c'était une version qui pouvait être bien menée, donc pourquoi pas. Mais dans ce film, on voit qu'IEL n'a clairement pas l'étoffe pour tenir un film tout seul. IEL n'arrive pas à se décider sur comment jouer le personnage. Un coup, Barry est ultra nerveux et a des tics, un coup, c'est un mec qui se contrôle complètement. Surtout que IEL est bon pour jouer les psychopathes névrosés ou les comic relief, mais pas pour jouer des héros d'action inspirants comme Flash. Un peu le même problème que j'ai avec l'acteur Dan Dehan, clairement fait pour un style spécifique de rôle, mais pas pour être un héros d'action ou un super-héros. Quand je pense qu'on critique son bouffon vert alors qu'il était tellement parfait qu'il avait pas besoin de maquillage. Pourtant, The Flash repose beaucoup sur la personnalité d'Ezra Miller, son style goofy mignon et un peu dark par moments, l'idée de Barry qui est un choix intéressant pour un film avec cette actrice non-binaire, sa tendance à parler vite de tout et n'importe quoi, sa tendance incontrôlable de frapper des gens, sa tendance à commettre des crimes sexuels et à essayer de se taper tout ce qui a une paire de seins. Genre dans ce film, Flash sur Iris, mais aussi sur Diana et Kara. Ouais, parlons-en. Ezra Miller est un criminel récidiviste qui a, chronologiquement, étranglé et poussé au sol une jeune femme en 2020 en pleine pandémie et en plein tournage pour Les Secrets de Dumbledore, chose qui a été filmée. Tentative de détruire l'île d'Hawaï à elle, lui, tout seul, avec 10 interpellations policières pour avoir filmé des inconnus, traîné de façon suspecte sur le trottoir d'un restaurant, s'être disputé avec des locaux, se prendre une ordonnance restrictive par un couple qu'il avait hébergé avant que Miller les aurait menacés et volé leur passeport et portefeuille,
travail, et altercation physique avec la clientèle d'un bar à karaoké en hurlant des obscénités. Un autre crime qu'IL a commis et pour laquelle IL n'a pas été inculpé par contre, c'est filmer la scène où IL pète la gueule à ses chanteurs de karaoké pour en faire un NFT. Et après une tentative de fuite en quittant la ville d'Hilo, IL se fait attraper à Paoa après avoir jeté une chaise sur une femme de 26 ans, la blessant au front. Vous ne devez pas sauver Ezra Miller d'Hawaï, vous devez sauver Hawaï d'Ezra Miller. Bon, ok, c'est beaucoup, mais... Ah mais j'ai pas fini en fait, hein. Quoi? Ouais, parce que là, j'ai à peine fini la saga d'Hawaï, hein. Y a le reste, hein. Autre ordonnance restrictive en juin 2022 de Tokata Iron Eyes pour violence, intimidation, menace de violence, peur, paranoïa, mensonge et usage de la drogue pour avoir sous son emprise la jeune fille qui avait 18 ans quand elle a obtenu son ordonnance. Et ce après une relation qui a commencé quand elle en avait 12. Donc il semble qu'on ait affaire aussi à du grooming. Pédophile! Se prenait pour Jésus putain de Christ mais pour les natifs américains alors qu'elle n'a aucune ascendance avec eux. Et elle prétendait même que les gens critiquaient sa relation avec Iron Eyes, la jeune native américaine mineure, parce que c'est une déesse araignée amérindienne de l'apocalypse. Mais vous êtes psychopathe? Ça, c'est un peu hâtif comme conclusion. Encore une ordonnance restrictive aussi en juin 2022, d'une mère et de sa fille de 12 ans, décidément IL adore les filles de 12 ans spécifiquement, Pédophile! et ce après que Miller les aurait menacés et fait subir des attouchements à la mineure. Miller allait les voir régulièrement sans invitation avec un gilet pare-balles et une arme à feu, et comme avec Iron Eyes, IL considérait que la gamine était un être mystique puissant. Ce doit être un psychopathe. En avril 2022, une femme et ses 3 enfants vont dans sa ferme à Stamford dans le Vermont, soi-disant pour la protéger de son ex violent, mais comme les gosses avaient dans cette ferme des armes et munitions à portée de main, au point que le bébé d'1 an avait une balle de pistolet dans sa bouche, je ne pense pas que le souci était la sécurité. Aussi, énorme consommation de marijuana devant les gosses, dont un moment où Miller a soufflé de la fumée de marijuana au visage du bébé. Alors, à titre personnel, je suis pour la légalisation de la marijuana, que je considère pas plus dangereuse que le tabac ou l'alcool, même selon les spécialistes, ça l'est beaucoup moins, et on a vu que la prohibition, ça n'a jamais marché. Elle n'est sévèrement interdite que pour donner une excuse à la police de taper sur les minorités. Chose qui a été confirmée par les anciens du gouvernement Nixon. Par contre, pour les gosses, ça peut avoir des répercussions. If you're under 25, smoking weed can lead to memory problems and poor cognitive functioning. But if you're an adult and your brain is finished developing, it's really your choice. Donc ouais, souffler de la fumée de marijuana au visage d'un bébé, pas une super idée, hein. IL a aussi menti à la police quand ils étaient venus chercher la famille en prétendant qu'ils ne vivaient plus ici. Et pour finir, le 1er mai 2022, IL commet un cambriolage. Ok, je veux pas sauter sur le cliché de t'es une célébrité donc t'es forcément riche, mais au bout d'un moment, mec, t'as joué dans Harry Potter et dans Justice League. Va pas me faire croire que t'as pas assez d'argent pour acheter... des bouteilles d'alcool. Sérieux? Mais j'adorais Flash et tu me fais détester Flash. L'actrice s'est excusée et a prétexté souffrir de problèmes de santé mentale complexes et avoir commencé à suivre un traitement. Alors, si c'est vrai, grand bien elle lui fasse, et j'espère qu'elle trouvera un moyen de se soigner et compléter son arc de rédemption IRL qui part un peu mal. Mais on pourrait attendre ne serait-ce qu'un tout petit peu avant de le remettre en gros sur une affiche d'un gros blockbusters et de faire en sorte que tout le monde l'admire. Bon, excuse-nous, on l'a déjà fait trop attendre pour ce film, et en plus le patron nous a forcé à tuer Batgirl. On voulait sortir un autre film de super-héros qui soit pas Shazam 2 ou Blue Beetle. Et déjà que ce film est pas canon, on n'allait pas mettre en attente le Superman de James Gunn pour ce truc. Tu voulais qu'on fasse quoi? Changer l'acteur. T'es sérieux? C'est l'acteur qui jouait Flash dans Justice League. C'est le Flash de cet univers. On pouvait pas le remplacer sans raison quand même. Pourquoi pas? Vous avez bien remplacé l'acteur qui jouait son père, à la base joué par Billy Crudup, parce que Zack Snyder, qui est maintenant joué par Ron Livingston. Parce que je ne sais pas. Et tout ce film devait servir à recaster tout le DCEU à la base. Donc oui, pourquoi ne pas recaster l'acteur principal? Surtout après l'avoir fait sans souci avec Grindelwald. Non mais le film était déjà tourné quand on a découvert tous ces trucs sur Ezra Miller. Ou alors non, la vidéo où elle étrangle une nana dans la rue, c'était déjà connu. Elle date de 2020, donc un an avant le début du tournage. Non mais là, ça passait encore quoi. Étrangler une nana et la pousser au sol, ça passe encore? Bah oui, ça pouvait être le coup d'une seule fois. Mais tout le truc à Hawaï avec les gamines et tout ça, bah ça s'est passé après qu'on ait bouclé le tournage, tu vois. Du coup, forcément, on est un petit peu coincé avec lui, quoi. Ah ouais. Et ouais, t'aurais fait quoi à notre place? T'aurais refait toutes les scènes qui mettaient en scène Ezra Miller pour mettre à la place à notre acteur? Ouais. Vraiment? Tu crois que c'est si facile que ça? Alors facile? Non. Faisable? Tout à fait. Comment? Tu vois le running gag de ce film sur Retour vers le futur? Retour vers le futur. Yes! Eric Stoltz a un énorme swag dans ce film. Il habite complètement le perso. Tu veux dire Michael J. Fox?
Retour vers le futur. Cette blague qu'ils ont piquée à Fringe, et que j'ai détournée dans ma vidéo sur Spider-Man No Way Home pour dire à quel point cette blague est surfaite maintenant, est une référence au fait qu'à la base, Retour vers le futur, mon film préféré, a été tourné avec Eric Stoltz dans le rôle de Marty McFly. On peut même retrouver des traces de ces scènes dans différents making-of et interviews. Spielberg et Zemeckis avaient fait tout le tournage avec lui, et en faisant des screen tests, ils ont dû se rendre à l'évidence, Eric Stoltz est un super acteur, mais un très mauvais choix pour Marty McFly. Stoltz rendait le film trop sérieux et dramatique, insistant sur la gravité de l'inceste qui est l'enjeu du film, et la fin où Marty se retrouve dans une famille qui n'est pas la sienne selon lui. C'était pas la bonne approche, il fallait quelqu'un de plus énergique, positif et surtout comique pour que l'histoire marche. Donc ils ont repris Michael J. Fox et ont refait tout le film avec lui. Et là, c'est juste parce que Eric Stoltz ne collait pas au style du film. Au-delà de ça, il a agressé personne dans ce que l'on sait. C'est juste qu'il avait un style d'acteur qui ne convenait pas aux producteurs et aux réalisateurs. C'est juste qu'ils s'en sont rendus compte un peu tard. Mais aussi, c'est qu'un exemple d'acteur remplacé à la dernière minute au cours du tournage d'un film. Samantha Morton fut remplacée par Scarlett Johansson durant le tournage de Her, et Colin Firth fut remplacé par Ben Whishaw dans le rôle de Paddington, parce que leur voix ne correspondait pas au personnage qu'ils devaient incarner. Jean-Claude Van Damme, qui jouait le Predator, fut remplacé par un bien meilleur costume, parce que Jean-Claude Van Damme se trouvait pas des masses bien utilisé vu que son talent c'était le karaté, pas porter un costume d'alien qui ressemble à Casimir. Nicole Kidman, qui fut remplacée par Jodie Foster durant le tournage de Panic Room, car durant le tournage, elle a aggravé une blessure qu'elle trimballait depuis Moulin Rouge, ce qui lui a fracturé son genou. Ou même un autre de mes films préférés, V pour Vendetta, l'acteur James Purefoy jouant le rôle de V, mais qui se casse après 6 semaines de tournage car il n'arrivait pas à s'accorder avec le réal et les sœurs Wachowski sur comment interpréter le personnage. Donc il fut remplacé par le charismatique et pas assez présent à l'écran, Hugo Weaving. Même dans les cas de refaire tout le film parce qu'un acteur est dans un sale bail, on a tout l'argent du monde de Ridley Scott, film sur le kidnapping du petit-fils du très âgé mania du pétrole J. Paul Getty, qui devait être joué par un Kevin Spacey avec une prothèse dégueulasse et une démarche ridicule. Sauf que bien avant que le film sorte, MeToo est passé, les victimes de Kevin Spacey ont dénoncé ce dernier, et donc ils ont refait toutes les scènes de Kevin Spacey avec à la place l'excellent Christopher Plummer, qui déjà n'a pas de bail du même genre au cul, mais surtout n'avait pas besoin de prothèse dégueulasse ou d'une démarche de merde, parce qu'il est déjà vieux de base. Donc ce film-là est même devenu meilleur grâce à ce recasting de dernière minute. Non et puis merde, Christopher Plummer il allait pas tarder à nous lâcher, donc fallait rattraper le retard d'opportunité de le mettre dans un maximum de films, ce pauvre acteur sous-estimé quoi. Et t'as d'autres exemples de ça, genre James Remar qui fut remplacé par Michael Bain dans le rôle de X durant le tournage d'Année de Retour, car Remar avait des gros problèmes de drogue. Chris D'Elia devait jouer le pilote d'hélicoptère dans le Army of the Dead de Zack Snyder, mais à cause des accusations pour abus sexuels, son personnage a changé de genre et fut remplacé par la charismatique Tig Notaro. Bref, ça n'est pas nouveau, encore moins pour un rôle principal. Donc pourquoi ce serait impossible dans le cas de The Flash, surtout dans un film bourré de deepfakes dégueulasses là? Prenez un acteur qui serait convaincant en cette version de Flash, genre je sais pas moi, Joseph Quinn qui ressemble un petit peu et a la même voix qu'Ezra Miller, ou Elliot Pudge qui est aussi assez ressemblant, en plus d'être bien plus beau gosse et talentueux qu'elle. Alex Wolff, Asa Butterfly, ou un des gamins de ça qui n'était pas déjà dans Shazam, je sais pas, ils ont 20 ans maintenant, même Georgie est bientôt majeur. Il y en a bien un assez vieux pour jouer le Flash jeune introverti que Snyder a mis en place, non? À un moment, on avait des rumeurs comme quoi Nicholas Hoult allait jouer Superman. Bon, ça aurait fait bizarre, mais en Flash, il aurait pu le faire en vrai, hein. Bon, finalement, il jouera Lex Luthor. Il peut faire un bon boulot. En général, je ne comprends pas du tout pourquoi David Zbatar et ses employés font tous des efforts pour protéger Ezra Miller. Est-ce qu'un de ses parents est dans les grandes instances d'Hollywood? Est-ce qu'Iel accouche avec David Zbatar? Avant les scandales sur ses nombreux crimes, Iel n'était pas particulièrement giga populaire. Et je suis désolé, Iel sait jouer, mais c'est loin d'être le plus grand acteuriste du monde quoi. Je sais que Miller est dans un groupe de rock et qu'Iel a des groupies, et même une secte, ce qui est aussi un autre problème qu'on devrait évoquer, mais même avec tout ça, ça n'est pas vraiment un de ces noms qui vend des millions de tickets au cinéma. Iel n'a fait que du Harry Potter et du DC Comics depuis 2016, et la quasi-totalité de ces films-là sont des déceptions commerciales. Pourquoi tout Warner a risqué sa réputation pour ce con? Non, vraiment, j'ai cette impression que ce bâtard, il a défendu ce film et Ezra Miller uniquement pour faire chier les cancellers et MeToo. Tout ça pour protéger l'impunité des personnes qui travaillent à Hollywood. Ouais, ben c'est raté. Bon, ok, mais reconnais au moins une chose. En regardant ce film, au moins, tu as oublié tous les crimes d'Ezra Miller. Non! Sortir ce film en pensant que ça va faire oublier les crimes de l'acteur, c'est une excellente raison pour pas le voir. Et ça fait que confirmer que vous sortez ce film uniquement pour le défendre. Mais de toute façon, ce film ne risquait pas de nous faire oublier les crimes d'Ezra Miller, parce que beaucoup de scènes nous rappellent des crimes d'Ezra Miller. Dans l'ordre, grooming. Flash! Salut! Je suis amoureuse de toi! C'est gentil. Maltraitance de bébés et traumatisme de jeunes enfants. Il est courant que ce genre de choc psychologique laisse quelques traces. Je vous conseille de consulter un praticien de la santé mentale. La Justice League n'assure pas encore pour ça.
croyez-moi. Vol d'alcool, agression d'inconnus, kidnapping, consommation de drogue, Je fais un flashback de champi. violence incontrôlée, infraction, tentative de fuir les autorités, vol, destruction publique, crime sexuel, violation de l'intimité d'inconnus, infraction dans une propriété privée, harcèlement sexuel. Do we love her? What? We do. We love her. Se prend pour putain de Jésus, harcèlement sexuel et violence incontrôlée. Va chier, Barry. Ce film avait mal vieilli avant même de sortir, pour te dire. Bon, admettons, on n'aurait jamais dû prendre Ezra Miller pour ce rôle. Mais tu vas pas juger un film que sur son acteur. Il y a le reste du film, et le reste, il est très bien. Non. Mais c'est quoi cette parodie de Justice, là? C'est une vidéo YouTube parodiant Phoenix Wright. Évidemment que c'est une parodie de Justice. Non mais soyez pas snob aussi, c'est un film à spectacle. Profitez juste de la beauté des images. Bah alors dans ce cas, fais pas un film de voyage dans le temps qui n'existe que pour relier les wagons entre les différents canons des autres films. Non, et puis, quelle beauté des images! Volontairement moche. Ouais, parlons-en des effets spéciaux de ce film. Pour être honnête, j'essaye d'éviter de trop critiquer les effets spéciaux dans un film. Parce qu'on a beaucoup de crétins qui abusent de cette critique pour défoncer une série télé qui a des effets largement au-dessus de la norme, mais aussi qui confondent qualité des FX avec choix esthétique. Genre ceux qui critiquent les effets spéciaux de She-Hulk, alors que c'est déjà incroyable qu'on ait une créature de synthèse consistante dans l'entièreté d'une série télé, quoi. Ou les effets spéciaux des Gardiens de la Galaxie 3, car certains ont du mal à comprendre que non, ce n'est pas un effet spécial moche, ça, c'est de la couleur, à règle de regarder des films de Ridley Scott ou de Zack Snyder. Mais aussi parce que les conditions de travail des équipes d'effets spéciaux sont de plus en plus catastrophiques ces dernières années, en espérant que la réussite de la grève et l'arrivée d'un syndicat des équipes des effets spéciaux va mettre un terme à ce bordel. Donc quand je critique les FX, je préfère me concentrer sur les idées d'esthétique ou autres décisions à base de qu'est-ce qu'on fait en réel et qu'est-ce qu'on fait en synthèse, qui est propre aux décisions du réel plutôt qu'à la finition de modélisation 3D maladroite parce qu'on n'a pas eu le temps de les finir. Surtout qu'on parle d'un film ayant eu énormément de soucis de production. Et disons-le, tous les FX du film ne sont pas moches. Quoi? Ouais, il y a certains effets qui marchent super bien en vrai dans ce film. Oula, faut que tu m'aides là. Tu penses à quel effet là en fait? Oh, eh bien, celui-là. Sur cette chaise et donc juste en dessous de cette étagère de produits. Quoi? Oh, et t'as aussi celui-là. Maman s'est dévouée pour la déco. Tu sais comment elle est. Ouais, c'est clair, c'est tellement elle. C'est tellement elle. Mais je... Oh, et bien sûr, cette scène. Zod il a essayé de terraformer la planète avec sa machine à gravité. Et Superman a réussi à l'en empêcher, mais seulement après que Zod a tué des milliers de personnes. Quels effets? Tu ne fais que montrer que des scènes de discussion. Justement, des scènes de discussion entre qui et qui. Discussion entre Ezra Miller et... Ezra Miller. Ah oui, je veux dire, oui, regardez le beau travail qu'on a fait sur ce film. Ouais, l'effet des deux Barry est impeccable. Parfois ils se contentent de doublure et de champ contre champ, mais quand ils sont tous les deux à l'écran, ça marche. Ils utilisent aussi une doublure, mais qui est refait en synthèse pour avoir le visage d'Ezra Miller. Et c'est un effet quasi parfait, car on ne le remarque pas du tout. Bon, quasi parfait, car ça arrive qu'on remarque un détail qui trahit l'effet. Aussi, comme les autres effets moches se font bien plus remarquer, forcément on oublie complètement ces détails-là. Ah, ça va, c'est pas si moche que ça quand même. Vous êtes sous serment, hein. Le parjure, ça peut vous coûter cher. Hein. Non mais faut arrêter de juger ce film sur des images qui ont été prises avec un téléphone. On juge le film sur les images du Blu-ray 4K, de quoi tu parles? Non, et puis, l'œil humain, il ne marche pas comme ça. La raison pour laquelle on voit que l'effet spécial est moche, c'est parce que la qualité d'image est haute, détaillée, claire. Mais sur des images pourries, genre celle qui vient d'un téléphone portable filmant un écran, eh ben, l'effet devrait moins se voir. Donc ouais, si l'effet est moche sur un screener pris par un téléphone, c'est qu'il est vraiment moche. Non mais... Oh, excusez-moi un petit instant... Allô? Pardon? Ah? Vous êtes sûr? Oh bah ok, hein. Alors, les images de synthèse dans ce film sont volontairement moches, en fait. Quoi? Ouais, les scènes sont du point de vue de Flash quand il est en super vitesse. Donc tout a volontairement une forme bizarre car l'univers se déforme quand il va vite. Ouais, moi non plus, je suis pas sûr. Mais il y a 2 secondes, tu disais que c'était pas moche. Non, et puis elle marche pas, votre excuse à la con, parce qu'on a des tas de scènes qui ne sont pas du point de vue de Barry et qui sont quand même moches, hein. Ouais, bah, excuse-nous, on essaye des trucs. Tu veux qu'on dise quoi, nous, au bout d'un moment? Que vous déléguez trop de travail aux boîtes d'effets spéciaux. Que vous aviez des idées de merde. Que vous n'avez pas utilisé les bons outils parce que vous n'y connaissez rien ou parce que vous pensez que truc cher égale bien. Que vous imposez des agendas pas possibles qui forcent les équipes des effets spéciaux à faire du crunch. Que le costume de Flash n'avait pas besoin d'être en synthèse. Ouais, enfin, vous êtes bien gentil, mais du coup, ça voudrait dire que
le film est moche à cause de producteurs hollywoodiens comme moi. Oui. Parce qu'en vrai, fort probable que les effets spéciaux auraient été mieux s'ils étaient plus concentrés sur les éléments nécessitant vraiment un travail en post-prod et pas des trucs qu'on a bâclés au tournage. Déjà, le truc qui m'emmerde avec les blockbusters super-héroïques depuis des années, pourquoi les costumes sont en synthèse? Les armures kryptoniennes, je comprends, ce sont des costumes très complexes et détaillés, mais surtout impossible de faire des scènes d'action chorégraphiées avec. Mais le costume de Flash? Pourquoi tous ces plans où il est en synthèse? Je veux dire, le rendu, il passe du passable au putain qui a activé le mode decay là. Mais j'ai vérifié les making-of. Ils avaient un vrai costume sous la main. Mais il y a quand même des moments où Ezra Miller et sa doublure portent un costume en motion capture. Donc ils prévoyaient de faire le costume en synthèse dès le tournage. Alors qu'ils avaient le costume fait en vrai à portée de main. Je veux dire quoi, c'est pour les effets de lumière? Déjà que je ne comprends pas l'abus d'éclair dans cette version de Flash, même dans Justice League. Mais si c'est pour les parties lumineuses du costume, non seulement le costume réel a ça, mais en plus ce film est sorti 13 ans après Tron Legacy. On a maîtrisé la technologie des costumes avec des LED dessus. Oh putain, c'est moi ou t'as des scènes où ils ont dû refaire le costume sans le moindre capteur? Je veux dire, j'espère que je me gourre et que j'ai juste pas compris vos méthodes, parce que sinon, waouh, vous voulez les tuer ou quoi? Genre ouais, fallait absolument cacher la partie du costume sur son cou qui est en tissu. Dieu sait que le film serait horrible si on laissait le costume comme ça, hein. C'est comme si en faisant le costume, ils ont remarqué trop tard qu'il n'était pas pratique pour courir ou tourner la tête, et qu'au lieu de changer le costume pour le rendre plus confortable et flexible, ils ont fait que quelques morceaux du costume, et qu'ils ont juste jonglé entre les différentes combinaisons de ces morceaux de costume selon les actions du personnage. Et le reste, ils se sont dit, oh, la post-prod s'en charge. Mais c'est débile de faire ça! Je veux dire, j'aime pas le costume de Flash dans Justice League, mais au moins il était conçu pour que Barry puisse bouger sans devoir le refaire en synthèse après. Et même dans la série Flash, ils ont plusieurs modèles du costume qui rend bien à l'écran et ne gênent pas pour courir ou bouger. Donc je comprends pas pourquoi ce gros blockbuster avec un gros budget ne trouve pas le moyen de faire un costume qu'une série télé a pu faire plusieurs fois. Vraiment, c'est encore un de ces films qui refont tout le costume en images de synthèse par-dessus un costume préexistant. Tout ça parce que les mecs supportent pas qu'on voit les plis des costumes ou je ne sais quoi là. Et c'est débile! Surtout quand tu vois les conditions de travail des équipes des effets spéciaux. Ils n'avaient pas besoin que tu leur imposes de s'occuper de cette merde. Et les capes, bordel de merde. Pourquoi dans ces films les capes sont en synthèse? On sait faire des capes, vous êtes au courant? C'est pas une technologie inconcevable, hein. Quand ça gêne dans une scène d'action ou pour créer une image spécifique, je peux comprendre. Mais depuis Batman v Superman, j'ai l'impression qu'ils en abusent pour des scènes qui pouvaient juste avoir une belle cape et un ventilo bien placé. Je veux dire, là, elle bouge pas, la meuf. Pourquoi sa cape a besoin d'être en synthèse à ce moment-là? Est-ce que vous aviez une cape sur le tournage à un moment? Mais à mes yeux, la pire usage des effets spéciaux, c'est le bol chrono. Oui, c'est le nom officiel du machin où Flash va pour voyager dans le temps, le Chronoball. On pourra recréer le Chronoball. C'est quoi le Chronoball? C'est hideux. Complètement. Les personnages de Paul Express, là, sont en plein dans la vallée dérangeante. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi le bol chrono a cette forme? Le concept de base, c'est juste une boule faite avec les images du passé, n'est-ce pas? Mais pourquoi les images doivent être en 3 dimensions? Pourquoi ça ne peut pas être juste les images du film? Ça irait avec un concept de reflet et de boule qui réfléchit sur ses parois les traces du passé. Et surtout, t'aurais pas le casting de Milo sur Mars, là. Et surtout, si les mecs des effets spéciaux avaient pas à faire cette merde où ils doivent créer tous ces personnages en synthèse ultra détaillés et ultra moches, ils auraient pu peaufiner des scènes plus dépendantes de synthèse et les rendre moins moches. Cet effet-là ne sert à rien. Il existe juste pour les sbroufs. Sauf que c'est même pas esbroufant. C'est juste moche, voilà. Ah, mais ce film a aussi mis au point une technologie révolutionnaire, à savoir la capture de volume. Objection retenue. Merci. Chaque fois que je vois le making-of et ce qu'ils font durant le tournage du film, j'ai envie de frapper tout le monde. Parce que c'est juste débile et fait sans réfléchir une seule seconde à ce que les mecs en post-prod vont devoir faire avec cette merde qu'ils appellent la capture de volume. You're making me mad! Fucking mad! Tout le final n'est pas tourné en fond vert, mais en fond blanc ou gris. Je suppose que c'est pour capter la lumière, mais putain, comment les mecs des effets spéciaux vont faire sans fond chromatique et sans capteur? Je veux dire quoi, ils vont détourer chaque frame à la main, c'est ça le truc? Vous leur demandez déjà un travail très compliqué à finaliser, surtout avec le temps que vous leur imposez. Mais avec ça, vous leur demandez en plus de faire ce travail-là à l'aveugle. J'ai l'impression qu'ils voulaient refaire le décor virtuel utilisé par Mandalorian, le Stagecraft, mais en mode schlag, et qui semble gêner plus qu'autre chose finalement. L'intérêt du Stagecraft, c'est qu'il fait tourner des décors virtuels sur un écran géant et ovale entourant les acteurs, pour arranger l'équipe de la post-production qui bosse sur les FX pendant
pendant le tournage, et pas qu'après, en modélisant les décors et en calculant les mouvements de caméra, donc sans besoin de refaire complètement le fond en post-prod. Ce qu'ils vont être obligés de faire là. You're sending shit and you're trying to get away with it. Quoi, ils n'avaient pas accès au truc? Je veux dire, même Black Adam et The Batman y ont eu accès, pourquoi pas Flash? J'espère me tromper, mais au vu des images du making-of sur le Blu-ray du film, ils utilisent bel et bien les écrans, mais on dirait que c'est que pour la lumière, et l'écran semble plat, donc ce n'est pas... Attends une seconde. Est-ce qu'il diffuse un truc avec un watermark Shutterstock? Je viens de perdre mon emploi. Ils disent que c'est une nouvelle technologie, mais je vois surtout une esbrouffe à la Cats, faire croire qu'ils ont inventé la roue à l'époque de l'automobile. Et même si c'était réellement une nouvelle technologie, eh ben il fallait l'élaborer avec les équipes des effets spéciaux. Mais c'est pas ce que vous avez fait comme d'habitude en refilant le travail à différentes boîtes autour du monde. Donc non seulement la tâche est difficile, mais en plus vous leur imposez d'apprendre de nouvelles règles. You can send somebody to the hospital on the back of that. Oh, you're in. Oh, come on, oh, you're right. Got some fucking right. Surtout qu'encore une fois, le stagecraft existe. Ou au moins utiliser un fond bleu ou un fond vert, quoi. Regardez, même moi j'utilise un fond vert, merde. Non, parce que là, vous faites n'importe quoi, hein. Vivement la grève des mecs des effets spéciaux, hein, parce que là, vous l'avez bien mérité, hein. Même le truc où ils disent on recrée par ordinateur le volume des acteurs avec leur nouvelle technologie. Ça existe déjà, connard. Ça s'appelle la performance capture. Un truc bien installé dans l'industrie depuis plus de 10 ans. Là, vous inventez la roue à l'époque des voitures volantes. You are so in denial. You need therapy. Surtout que votre truc doit gérer les données récupérées sur les mouvements des acteurs et utiliser les images filmées. Mais tout l'intérêt de la performance capture, c'est de pas avoir à s'embêter avec les images filmées. Fucking useless. J'ai fait des recherches sur cette fameuse capture de volume, aussi appelée capture volumétrique, pour comprendre ce qu'ils ont voulu faire. Et je suis tombé sur des vidéos qui expliquent mieux le truc. Cette technologie est censée ressembler à ça. Une installation plateau, souvent en fond vert, avec des tas de caméras autour pour avoir chaque angle des acteurs, pour ensuite permettre un contrôle total de la caméra sans avoir besoin de recourir à la performance capture ou recréer les acteurs tout habillés. Et c'est vrai que, de ce que j'en en vois, ça avait l'air très cool et même pratique pour le réalisateur qui veut libérer sa caméra, ou les acteurs qui veulent jouer sans capteur, en costume, voire un décor en dur. Et c'est cool aussi pour l'équipe de prod qui n'a pas à recréer les personnages en synthèse après. Mais clairement, les gars du film ne savaient pas comment utiliser cette technologie. Tu vois encore plus la différence d'installation entre ce que les démos de cette technologie montrent et ce que Flash utilise sur le plateau. On l'utilise pas pour des angles de caméra audacieux, pour s'enlever la tâche de recréer le costume de Flash car il est en synthèse tout le long, et on l'utilise pas en fait. Le seul moment où ils l'utilisent vraiment, c'est pour le visage d'Ezra Miller qu'on incruste sur sa doublure. Ils utilisent cette technologie de la même façon qu'ils utilisent la performance capture et le stagecraft, alors qu'ils pourraient l'utiliser comme elle est censée être utilisée et faire des trucs vraiment novateurs. Mais les producteurs n'ont pas laissé à l'équipe le temps d'innover, ils voulaient juste un film Flash au plus vite pour achever un univers cinématographique mort-vivant, quitte à gâcher le potentiel qu'offre cette technologie en l'utilisant à un truc qui pourrait être mieux fait avec l'outil fait pour. Les effets spéciaux d'un tel film sont nuls parce que les mecs qui produisent et supervisent le film s'en fichent du résultat final. Ils ne savent pas comment fonctionnent ces outils et donc font n'importe quoi. C'est pour ça que des films comme les Gardiens de la Galaxie et The Creator ont des effets spéciaux au top, alors que d'autres blockbusters sont dégueux comme Cats ou Flash. Parce que les Gardiens de la Galaxie et Creator ont été faits par des réals qui savent bien préparer le terrain pour les effets spéciaux, qui savent ce qu'ils veulent créer avec les outils appropriés, et collaborent comme il faut avec leur équipe. Et je dis ça alors que The Creator n'était vraiment pas ouf, hein. Je sais qu'il y en a qui l'ont kiffé, mais votre film a une grenade avec un compte à rebours de 10 secondes caché à ramener à l'envoyeur. Vous avez tort. Allez voir Mars Express plutôt. C'est The Creator en pas débile. Bref, pour revenir au sujet de Flash, si vous voulez faire un film spectaculaire, eh bien, travaillez-le, votre spectaculaire. Faut le construire, faut l'élaborer, faut savoir quoi faire. Là, tout ce qui m'impressionne dans votre film, c'est le niveau de à quel moment vous avez cru que c'était une bonne idée, votre truc. Non mais, est-ce que c'est notre faute aussi si les mecs savent pas utiliser des effets spéciaux? Je veux dire, on a retardé le film, ils avaient le temps de les peaufiner. Vous leur avez permis de peaufiner le film entre-temps? Je vais voir avec mes patrons, je suis pas sûr. De toute façon, on termine cette audience. J'espère que vous aurez de meilleurs arguments demain, monsieur le producteur. Oui. Désolé, mais là, j'ai fait que parler de la partie production du film. La prochaine fois, on parlera de ce que ce film de merde raconte. Pourquoi j'ai décidé de produire des films hollywoodiens, moi? Pourquoi j'ai quitté l'équipe marketing de Subway, moi? Parce que c'est toi qui as eu l'idée d'engager Jared Fogle. Ah, oui, c'est vrai. Attends, sérieux? C'était lui aussi? Ouais. Waouh. Ces mecs retiennent jamais la leçon, hein. Nope.
Je vois même pas pourquoi on continue, monsieur WC. Je veux dire, on a laissé planter le film, non? Oui. Et on avait déjà prévu de rebooter tout l'univers cinématographique l'année dernière, non? Oui. Alors pourquoi on laisse pas ce film de merde être condamné et passer à autre chose? Parce que ça nous plaise ou non, ce film est un film Warner et DC. Si nous admettons que ce film était nul, ce serait un nouveau Batman et Robin. Et il faut qu'on évite que ça se reproduise. Car ça voudra dire qu'on n'a pas avancé en un quart de siècle et les actionnaires nous feront plus confiance. Non seulement à nous, mais aussi aux films de super-héros. Et nous ne pouvons pas laisser notre seule licence un minimum profitable mourir. Oh bah ça va, on a toujours Godzilla. On va bientôt faire le tour. Le Seigneur des Anneaux. On a déjà fait le tour. Harry Potter. Et nous rattacher à cette conne de JK. Tu veux que je meure? Mad Max. Plutôt crever que de donner de l'importance à George Miller. Les Looney Tunes. Des quoi? L'univers Conjuring. On a sorti un film là-dessus cette année. Ah bon? Exactement, tout le monde s'en branle. On a placé tous nos œufs sur DC. C'est littéralement le seul univers qu'on a pas trait jusqu'à la moelle parce qu'on panique dès qu'on fait le moindre crossover. Donc qu'on gagne ou perde ce procès, ce qui compte, c'est que tu donnes l'impression qu'on assume ce film et qu'on ne fera pas un reportage de 5 ans après où Michael Shannon dit qu'il avait l'impression de jouer dans une pub pour jouer ou une connerie du genre. Trop tard, il a dit chez Collider. Le fils de pute. Bon, retourne bosser pendant que je dissèque ce traître. Je suis vraiment l'avocat de la mafia, moi. Je croyais qu'on parodiait Phoenix White là. Je suis désolé, hein, mais depuis que j'ai vu Better Call Saul, j'essaye des trucs hein, pour en mettre un petit zeste, tu vois. Donc t'as pas le temps pour Phoenix White, mais t'es déjà pressé pour Better Call Saul. Eh, admets que ça collerait bien, non? Tu sais que Saul Goodman c'est un escroc, pas vrai? Votre honneur. Ah bah vous avez mis votre temps, dis donc. Ouais, excusez-moi, beaucoup de paperasse ces temps-ci. Tu m'étonnes. À force de brûler la baraque, faut bien s'assurer qu'on va bien toucher l'assurance, pas vrai? Je suis pas censé objecter quand il fait ce genre de remarques en fait. Eh ben putain, il était temps de t'en rendre compte toi. Non, parce que je sais plus combien d'insultes et de suggestions du genre il t'a fait là, on doit être dans la bonne vingtaine depuis le temps là. Bon, on se grouille là, parce que là en fait j'ai déjà loupé l'anniversaire de Doctor Who là. Non mais en même temps c'est toi qui perds du temps à ne pas parler du film hein. Bah j'ai parlé de l'acteur principal, j'ai parlé des soucis de production, j'ai parlé des effets spéciaux. Mais pas de ce qui se passe dans le film. Bah j'y viens, c'est ma faute à moi si ton film il est nul à chier même derrière la caméra. Cohérent dans son incohérence. Le film ne se respecte pas lui-même. Il ne respecte pas les règles qu'il a mis en place, il ne respecte pas son ton, et il ne respecte même pas ce qu'il fait. Le problème de ton, pour commencer, peut se résumer par cette scène. Le nourrisson n'a pas survécu. Cette scène se veut dramatique. C'est la scène où Kara découvre qu'elle a échoué à sa mission. Elle n'a pas pu sauver sa seule famille. Elle a subi tout ce qu'elle a subi pendant des années, s'est battue pour survivre, et la dernière chose qui donnait sens à sa vie est mort. Ce moment se veut puissant et émotionnel. L'actrice Sasha Calle donne tout ce qu'elle a dans cet instant. Tout est fait pour que l'on sente la colère de Supergirl qui se lâche contre Zod. Qu'est-ce que tu lui as fait? Et une fois que Zod révèle que l'enfant qu'elle devait protéger est mort, elle lui donne un coup puissant, suivi de ce plan séquence où on l'accompagne dans ce combat. Et puis... le film gâche tout en forçant à kiffer la nostalgie des films de Burton. Et après ça... Yes! Échec personnel qui détruit le sens de mon existence! Trop rock! Yeah! Ok, je vais dire un truc qui va peut-être sembler blasphématoire, mais je vous jure qu'on en est là. La Whedon Cut de Justice League était plus homogène et cohérent en termes de style et de ton. Oula, alors... Non, attends. Oh merde, le pire c'est que t'as raison. Ouais, ce film qui a littéralement changé de réalisateur en cours de route et qui a complètement changé le ton global du film est plus cohérent que ce film qui n'a pas changé de réal et qui aux dernières nouvelles a toujours correspondu au ton qu'il devait avoir depuis le début. Le film a eu beaucoup de déboires, mais il n'a pas été remonté ou eu des reshoots drastiques. La seule chose qui a réellement changé, c'est la fin, et encore, c'est surtout pour se mettre d'accord sur ce que le film allait mettre en place pour les suites annulées. Donc vraiment, c'est dingue de voir ce film passer du drame émotionnel à la pantalonnade et ce sans transition, quoi. Ça participe à cette apathie que t'as en regardant le film, genre... si tu veux. Oui, on a des tas de films de super-héros qui mélangent le drame, le fun et l'humour. Mais ils savent le doser, ils savent faire des transitions de ton. Même en dehors du genre des films de super-héros, des films comme Second Tour d'Albert Dupontel, que vous devez voir car c'est génial, j'en parle juste pour la promo, c'est doser et amener le ton humour noir, le ton drame, le côté fantaisiste, le côté réaliste, tout en créant cet univers où ces contradictions peuvent coexister.
Comment? En évitant par exemple que ces tons soient dans la même scène, solution simple, ou bien en faisant une progression pertinente avec ce que la scène raconte, en faisant des choix de dialogue ou des musiques bien placées qui aident à faire une transition entre deux émotions différentes, ou en justifiant l'affrontement de deux tons différents avec deux personnages au caractère qui se contrastent. Même les gags à la Marvel qui gâchent le drame ou un moment cool sont conçus pour dynamiter ces moments. C'est lourd, certes, mais au moins ça a un but et que ça nous plaise ou non, il réussit ce but. Même si dans l'ensemble c'est contre-productif. The Flash, c'est comme si tu foutais un gag de Peacemaker au beau milieu d'une scène grave à la Batman v Superman. Ça ne colle pas et ça enchaîne mal. C'est un problème qui était déjà reproché à Andy Muschietti, d'avoir du mal à gérer le ton de ses films. Particulièrement dans ça, où on passe d'une scène d'intrigue lugubre à ceci. Ça dure 5 secondes, mais ça sort de nulle part dans une scène d'explication sérieuse et à l'atmosphère inquiétante. Et j'ai toujours pas compris ce passage dans le chapitre 2. Non, vraiment, what the fuck was that? C'est un problème qu'on mettait souvent sur le dos de Stephen King, qui a toujours mélangé la naïveté à l'excès et l'horreur sadique dans ses mêmes histoires. Mais on peut se dire que c'est un problème avec les réalisateurs qui essayent de l'adapter, et il est vrai que ça devient une drôle de récurrence chez Andy. J'ai rien à voir, moi, avec les saloperies. Ou bien le mec n'a pas de chance et il est tombé sur deux licences au ton mal géré. Parce que les précédents films DC Comics avaient aussi un problème. Que ce soit Black Adam qui met une musique d'action durant un moment de tendresse et de retrouvailles dans l'au-delà, ou Shazam 2 qui se finit par l'enterrement de notre héros principal et une note ultra triste et déprimante, quand soudain... Meuf! Un gosse est mort là! Tu veux bien? Attends. Ah ouais, putain, vous le ressuscitez comme ça! Wow! Bah alors pourquoi tu l'as enterré contre film? Mais c'était pas qu'en termes de ton que ce film est incohérent. Preuve en est, avec quelle version de Justice League ce film est canon? La Whedon Cut ou la Snyder Cut? Je suppose la Whedon Cut, car même Zack Snyder dit que sa version du film n'est pas canon. C'est celle qui est la plus cohérente en termes de ton, et cette version de Justice League se finissait sur le Superman en cape rouge qu'on aperçoit dans The Flash. Et l'humour nul à chier, aussi. C'est là qu'ils ont enfermé Superman. On croirait une grosse burne. Ok, message pour tout film voulant faire de la comédie. La blague de tel mec voit un truc un petit peu rond et appelle ça une couille est désormais interdite. Sérieux, à quel point t'es obsédé pour croire que la moindre boule que tu vois est une couille? C'est même pas la première fois que j'entends cette blague moisie, quoi. Giant testicle. Quitte à piquer une blague à un film, au moins piquer une blague drôle. Comme là. Allô? Yo, what's up? J'ai besoin de ton aide, peux-tu venir? Je peux pas, je suis en train d'acheter des shoes. Ok, ben dépêche-toi pis viens après. Je trouve pas les shoes. De quoi tu parles? Tu trouves pas les shoes? Je trouve pas les shoes, y a juste la soupe. De quoi tu parles? Y a juste la soupe? Ça veut dire qu'il y a juste la soupe? Ben décris de la litre soupe de bord! Ok, le gros, t'es pas obligé de me crier après. Y a juste la soupe! De quoi tu parles? Y a juste la soupe! Y a juste la soupe! Ben va dans une autre allée! Y a encore juste la soupe! Chris, t'es où en ce moment? Je suis à soupe! De quoi tu parles? T'es à soupe? Je t'ai dit que je suis à soupe! T'es dans quel magasin, tabarnak? Je suis au magasin de soupe! Ben pourquoi tu veux acheter des choses dans un magasin de soupe, sacrement? Fuck you! Et malgré ça, on a quand même des références à des scènes exclusives à la Snyder Cut, comme ce plan d'Aquaman qui n'était que dans la Snyder Cut. T'es en train de me dire que tu as remonté le temps, comme à Pozarnov. Ouais, comme à Pozarnov. Flash n'avait pas remonté dans le temps à Pozarnov dans la Whedon Cut, c'était arrivé que dans la Snyder Cut. Donc peut-être que Snyder n'est pas au courant que Warner considère sa version de Justice League comme la version canonique. Faut dire, c'est tellement le bordel l'univers cinématographique maintenant. Et ouais, si c'est canon avec la Snyder Cut, le problème de ton est encore pire. Au moins la Whedon Cut peut servir de transition entre le ton grave de Snyder et le côté léger d'un film à la Shazam ou à la Aquaman. Mais se dire qu'on est censé passer du Batman de la Snyder Cut à celui de Flash, c'est assez improbable. Et du coup, ça veut dire que le voyage dans le temps par Flash ne respecte pas le mode de fonctionnement qu'illustrait la Snyder Cut. Si c'était purement et simplement une suite de la Whedon Cut, ça aurait pas posé problème, car le film pouvait librement créer ses propres règles, vu qu'on n'avait pas mis de règles de ce genre dans la Whedon Cut. Mais comme on lie le système de voyage dans le temps à celui dans la Snyder Cut, ça marche plus. Aussi, je me doute que les scénaristes avaient des soucis à digérer les 4 heures de ce film, mais c'était pas la première fois qu'il utilisait ses pouvoirs temporels. Il avait aussi utilisé lors de la résurrection de Superman, et avant ça, il expliquait que c'était déjà arrivé avant. Et c'est sans parler d'Iris. J'ai quand même l'impression qu'on s'est croisés. Genre, il y a 2-3 ans, non? Non, pour la bonne raison qu'on s'est plus recroisés depuis la fac.
C'est quoi le problème de cette scène en fait? Barry est évasif par rapport à ce croisement il y a 2-3 ans, parce que ce croisement il y a 2-3 ans, c'est la scène où il a utilisé ses pouvoirs pour la sauver. Oh! Et ben, cette scène n'existe que dans la Snyder Cut. Ah bon? Je me souviens pas. Ouais, c'est la scène avec la saucisse. Ah oui, cette scène-là, ouais, ça me revient, ouais. Décidément, tout le monde retient que ce passage, hein. Que retenir d'autres dans cette scène, faut dire. Par contre, comment elle a pu oublier que c'était lui? Vous êtes regardé dans le blanc des yeux pendant la moitié d'une minute, sans parler d'avant l'accident. Et du coup, pourquoi là tu l'as pas reconnu? Et par rapport à Man of Steel, pourquoi le message de Zod est différent? Ils utilisent un effet approchant, mais dans Man of Steel, on n'en voyait pas son visage, que son casque. Et l'effet était encore plus chaotique, donnant une impression de message corrompu par un mauvais signal. Et le « vous n'êtes pas seul » donnait un ton angoissant à la chose. Si c'est pour rajouter des dialogues, ben... déjà vous n'en avez pas rajouté, mais si c'était le cas, t'avais aucun souci de synchro labial en fait, vu qu'on ne voyait pas son visage. Et ne me dites pas que vous avez paumé les rushs, vous avez mis ce message sur YouTube pour faire du marketing à la Dark Knight. Aussi, à quelle distance se trouve Central City par rapport à Metropolis? Parce que dans Man of Steel, il faisait nuit quand ils ont passé ce message, mais à Central City, il fait jour. Bon, je te dirais, il faisait nuit sur toute la planète dans Man of Steel durant cette scène, apparemment. Et pourquoi Zod vient directement au lieu de rendez-vous? Dans le Man of Steel, il essaie juste sa seconde de s'en occuper, pendant que lui, il est resté sur le vaisseau mère, hein. C'est comme si Michael Shannon n'avait pas beaucoup de temps d'écran, et du coup, on cherche une excuse pour en rajouter, parce que c'est techniquement l'antagoniste principal. Et pourquoi les Kryptoniens ont apporté des blasters à la con? Ils sont conscients que l'atmosphère terrestre les rend plus forts et plus rapides, normalement. Ils se protègent avec des scaphandres, ce qui les prive des autres pouvoirs de Kryptoniens. Du coup, dans Man of Steel, ils utilisent juste leur super force contre les militaires. Et d'ailleurs, pourquoi ils galèrent tant contre les militaires? Sérieux, la bataille dure des heures à en croire la temporalité du montage et les scènes qui se passent entre temps. Mais d'où que les Kryptoniens ont besoin d'heures pour venir à bout des militaires? Dans Superman 2, le temps que tout ça arrive, ils avaient déjà pris le contrôle de la Maison Blanche, hein. Et pourquoi il faut venir des renforts? La nana et l'autre baraquet suffisaient largement. Je vois même pas pourquoi ils perdent du temps à se battre dans le désert, alors qu'ils peuvent juste retourner sur leur vaisseau mère et lancer le terraformage, et boum, ils se débarrassent de l'humanité. Et attends une seconde, pourquoi Zod est là de toute façon? Je veux pas dire seulement pour les négociations, hein, je veux dire sur Terre. Pourquoi il est sur Terre? À la base, il venait juste parce que Superman avait le codex de Krypton, un truc dont Zod avait besoin pour ressusciter son peuple. Mais dans cette timeline, ils ont déjà chopé Kal-El. Nous l'avons retrouvé. Nous avons repéré sa capsule et l'avons récupérée. Du coup, ils ont le codex, non? Ce n'était pas ton cousin qu'il nous fallait. C'est ton sang qu'il nous faut prélever. Quoi? Pourquoi Jor-El aurait planqué le codex dans sa nièce et pas dans son fils? Tout le truc de donner à son fils le codex, c'est parce qu'il était le premier enfant kryptonien né naturellement depuis des siècles. C'était un symbole forcé à la con par la non-subtilité de Snyder et de la complexification parfois abusive de Goyer, mais ça avait une logique au moins. Il y avait un thème, un motif. Et genre quoi, Jor-El savait que son fils allait crever, donc il l'a mis dans sa nièce? Dans l'ADN de celui-ci a été codé tout le matériel génétique utile à notre renouveau. Comment tu sais ça? Tu le savais même pas dans Man of Steel, tu l'as découvert qu'après avoir étudié l'ADN de la personne qui avait le codex en lui. Et tu ne risquais pas de le trouver dans Kal-El, donc t'es pas censé savoir ça en fait. Et c'est pas que pour les films de Zack Snyder que la cohérence va se faire foutre, c'est aussi par rapport aux autres films du DCU. Je veux dire, on parle quand même d'un film qui essaye de nous faire croire que Gotham est la ville la plus sûre du monde. Gotham aujourd'hui est une des villes les plus sûres au monde. Ouais, péter la gueule à des super criminels, c'est tout ce qu'il fallait pour régler le problème de criminalité à Gotham. On emmerde les applications d'une telle politique violente sans la moindre action sociale, hein. Oui, c'est bien, t'as vu la vidéo de Bolshevik sur le sujet, bravo. Je veux dire, même Dark Knight Rises montrait que non, ça ne suffit pas de taper sur des criminels, et faire de Gotham la ville la plus sûre peut impliquer des lois trop sévères. Et comme si ça suffisait pas, le film ne respecte même pas ses propres règles. J'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Flashpoint le problème de la linéarité du temps. Un coup ça marche pas. Mais le film est même pire que ça. Déjà faudrait m'expliquer pourquoi Flash remonte le temps juste en courant vite dans une rue, mais qu'il part de sa ville, traverse l'autoroute, une autre ville, une autre autoroute, une autre ville, une autre autoroute, une forêt, une rivière et arrive à Gotham en quelques secondes, sans que ça provoque quoi que ce soit. Genre cette route est plus longue que tout ça. Il y a vraiment des moments où je n'ai pas l'impression que son pouvoir se base sur sa vitesse, mais sur un bouton sur lequel il appuie pour activer la phase ou le voyage dans le temps, ou un autre pouvoir à la con, une espèce de bouton attention, nouvelle règle. J'ai fait toutes les combinaisons. Cool.
Et l'ordinateur et tous les processeurs qui le composent sont aussi entrés en super vitesse au moment où tu as fait toutes les combinaisons? Dis-le direct que t'as débloqué un pouvoir de piratage informatique, hein. Le scénario est tellement merdé qu'on pourrait le croire, hein. Le coup du bol chrono, c'est tellement le bordel qui se passe là-dedans que c'est littéralement une salle dans laquelle il entre ou sort. Vraiment, on n'avait pas un concept qui collait mieux au pouvoir de courir vite. La série Flash était plus simple et moins spectaculaire, mais au moins tu comprenais la logique du truc. Même la scène de la pluie de bébé, j'ai pas l'impression qu'il va tellement vite que le temps semble figé pour lui. J'ai l'impression que le temps s'arrête autour de lui et qu'il commence à se relancer quand il arrive à bout de son énergie. Sa conscience ne semble pas être affectée ou quoi, ni même ses autres capacités. Quand il fait ce saut là pour taper sur le distributeur, il a pas l'air fatigué en vrai, hein. C'est comme si, à force de plagier bêtement la scène de Quicksilver dans X-Men Days of Future Past, alors que les fans demandaient plus d'idées dans la mise en scène de la super vitesse comme dans The Eternal, vous n'aviez pas réfléchi à comment marche ce bordel. Cette montre, c'est pour lui indiquer qu'il a faim. Non, vraiment, ce con a besoin d'une montre pour lui dire quand il a faim. Comment tu peux ignorer quand tu as faim? Je suis désolé, mais à quel point ton film est con pour que tu aies besoin d'une montre pour savoir ça? Ah, je n'ai plus de jambes. Mais si vous me dites que cette montre, c'est pas pour indiquer qu'il a faim, mais qu'il est en baisse de calories, oui. Alors voyez-vous, on a un truc qui s'appelle l'estomac, hein, et qui fait des gargouilles et qui provoque des douleurs quand t'es en baisse calories, ok? Donc un mec qui est en baisse de calories, il le sait, parce qu'il le sent, il se sent fatigué, il a mal au ventre et tout. Et surtout, au bout d'un moment, bah tu meurs, quoi. Personne n'a besoin d'une montre pour ça. Ton corps, c'est pas une voiture où t'as besoin d'un truc pour jauger l'essence qu'il y a dedans, hein. Et si le mec va tellement vite qu'il peut défoncer des kryptoniens et brûler des vêtements, comment les bébés ont survécu à son toucher? Comment tout le monde survit à son toucher? Ça devrait pas finir comme dans The Boys, là? Et comment les bébés peuvent être encore en vie? Leur cerveau devrait finir en œuf brouillé à partir du moment où ils chutent de l'immeuble, rien qu'avec la violence de la secousse. Aussi, la super vitesse de Barry lui permet de se régénérer après une blessure. Donc pourquoi Barry 2 ne guérit pas sa cicatrice au visage? Pourquoi il ne guérit pas tous les dégâts qu'il se prend durant le final? Barry 2 existe parce que Flash a remonté dans le temps. Mais du coup, ils deviennent quoi les Barry précédents chaque fois que nos deux Barry remontent le temps dans la bataille finale? À force de remonter la même bataille, Barry 2 ne devrait pas se retrouver avec une centaine de Barry pour l'aider à sauver Supergirl. Et on parlera plus tard du bordel de points fixes dans le temps qui les empêche de sauver Batman et Supergirl. Mais avec la vitesse à laquelle il va et son pouvoir de remonter le temps comme il veut, tu veux me faire croire qu'il ne peut pas arriver à temps pour sauver les deux? L'homme le plus rapide du monde, mon cul. Et je ne vois pas pourquoi il s'embête à combattre les Kryptoniens directement, alors que l'urgence de ce moment, c'est le terraformer qui détruit la planète. Tu te souviens, Barry? C'est le moment traumatisant que tu racontes à ton truc du passé. Tout ce final est débile. Personne n'a de raison d'être là, dans ce désert moche filmé avec le cul, et ils sont à la fois trop puissants pour échouer et trop stupides pour gagner. Autant les gentils que les méchants. Ce film est trop pressé d'aller à des scènes émotionnelles programmées et des enjeux artificiels, au point d'oublier la fluidité et ce que lui et les autres films de cet univers ont mis en place. Ce film existe uniquement pour servir de pont d'un univers cinématographique à l'autre, et il échoue rien qu'à ça. Alors, oui. Mais il y a le Batman de ton enfance, regarde, c'est Michael Keaton qui revient en Batman. C'est trop bien, non? C'est trop bien. Non. Ah si, même qu'on a pris le même acteur et qu'on met la musique de Danny Elfman, là. Non. Caresser dans le sens du poil ma nostalgie pour les films de Burton ne va pas régler le problème de scénario. Mais surtout, non, ce n'est pas le Batman de mon enfance. Vous n'avez fait que reprendre sa forme. Le fan service le plus artificiel du monde. À quoi sert le multivers? Non, parce qu'à force de faire des tas de films et séries sur le concept, faudrait peut-être commencer à se poser la question. À quoi sert le multivers et les dimensions parallèles? Je donnerai plus de détails sur le concept narratif du multivers quand je parlerai d'Across the Spider-Verse, mais à la base, c'est une question de déconstruction. Confronter un personnage à une version alternative de lui-même ou de son environnement pour qu'il remette en question son existence et trouve sa voie dans l'immensité du cosmos. L'équipe de l'Enterprise est confrontée à une version conquérante, cruelle et barbichue de leur fédération pour mieux comprendre l'importance de leurs idéaux et voir qu'est-ce qui les rend spéciaux, les conditions dans lesquelles ils ont vécu ou quelque chose de plus pur. Laissez-moi vous dire que votre empire est illogique, parce qu'il ne sait pas attendre et que vous êtes aussi illogique, car vous êtes le complice de tout ça. Miles Morales est confronté à d'autres versions de Spider-Man pour qu'ils comprennent ce qui fait un Spider-Man, confronter leurs traditions et les pousser à un renouveau. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah,
Come do my own thing. Une femme immigrée travaillant dans une laverie au bord du divorce, ayant une fille lesbienne qu'elle n'arrive pas à comprendre, se retrouve confrontée aux autres chemins que sa vie aurait pu prendre pour voir en quoi la voie qu'elle a prise est tout aussi importante. Dans une autre vie, j'aurais aimé faire des lessives avec toi. Sans oublier de gérer les impôts. Mais les grosses compagnies de comics et de films de super-héros, eux tout ce qu'ils retiennent, on peut envoyer se faire foutre le canon pour faire revenir les acteurs des précédents canons, yes! Ou encore, on peut faire différents modèles de jouets pour les mêmes personnages! Sauf que même chez Marvel, il y avait un minimum de pertinence. Doctor Strange, Loki et Wanda sont confrontés à des versions alternatives qui ont sombré dans le côté obscur pour confronter leurs frustrations qui les rongent et apprendre de leurs erreurs ou jalouser la réussite d'une version d'eux-mêmes qui a eu ce qu'ils voulaient. C'est très basique, hein, ce n'est pas plus évolué que ce que faisait Star Trek dans les années 60, mais c'est un procédé narratif testé, approuvé et efficace, et au moins ils accomplissent cette base. Même Spider-Man No Way Home, dont j'ai fait tout un fermé-là sur sa catastrophe narrative, a compris l'intérêt de remise en question de Spider-Man en le confrontant à des vilains ayant leur propre vision de Spider-Man et de ce qu'il devrait être, ainsi que le mettre en face à deux autres Spider-Man qui lui servent de modèle à suivre ou éviter. Donc comprends que c'est un petit peu la merde quand tu me forces à te comparer à Spider-Man No Way Home et que c'est ce dernier qui gagne. The Flash utilise vraiment le multivers uniquement pour faire venir un maximum de héros et d'acteurs. La bande-annonce le faisait comprendre en montrant de façon glorieuse l'enchaînement de deux logos de Batman, celui de Keaton et celui d'Affleck. Faire revenir Michael Keaton en Batman est la quintessence de faire revenir un acteur et une version du personnage populaire, mais rien faire avec. Quand je pense que le mec a refusé de reprendre le rôle de Batman dans Batman Forever, car il n'aimait pas la tournure du scénario, pour finalement le reprendre après plusieurs reboots pour un film encore plus mal écrit. Il y a un capa pour dire que c'est plus mal écrit que Batman et Robin. Bon alors déjà, disons-le, revenir dans le rôle de Batman 9 ans après Birdman, un film qui dit grosso modo que c'est chiant et frustrant de se séparer de l'image du super-héros qu'on a adapté dans le passé alors qu'on veut faire quelque chose de plus digne artistiquement dans une industrie envahie par des blockbusters super-héroïques, ça le fout mal. Ils lui ont mis une cape à lui aussi, c'est pas vrai. Mais admettons que ce n'est pas un acte hypocrite de faire du Spider-Man et de reprendre le costume de Batman après avoir relancé sa carrière sur un tel film. Quitte à faire revenir Michael Keaton dans le rôle de Batman à l'âge de 70 ans, profitez que vous avez un Michael Keaton de 70 ans. Oui, je trouvais ça cool de donner une occasion à cet acteur qui a fini par trouver le respect qu'il mérite des années après Batman, de montrer son vrai talent dans le rôle et lui donner l'occasion d'explorer d'autres aspects de son personnage. Mais non seulement je n'ai rien vu de nouveau avec ce Batman-là, mais je n'ai pas vu le Batman de Keaton et Burton non plus dans ce film. L'une des forces du Batman de Keaton reposait aussi sur la mise en scène de Burton, qui savait que ce costume serait ridicule s'il n'y avait pas un jeu d'ombre et de lumière mortel pour l'accompagner. Preuve en est, quand on voit ce Batman en plein jour dans The Flash, ou éclairé à la zob, il a du mal à être crédible. Je sens que le film annulé Batgirl aurait mieux utilisé sa mise en scène pour magnifier ce Batman au vu du style des deux réalisateurs. Mais comme le film est annulé, il n'aurait sûrement pas le traitement colorimétrique prévu en post-prod. Encore moins dans une version leakée, donc on le saura probablement jamais. Mais même au-delà de ça, non, ce n'est pas le même personnage que dans les films de Burton. Déjà parce que clairement, il ne vient pas du canon des films de Burton. Le style graphique de ce monde ne colle pas avec celui de Burton. Et même sa personnalité ne colle pas à ce qu'on connaît du personnage. Y a personne qui a dit Superman. Ça fait un petit peu cliché ça, non? Vous avez choisi le nom de Batman. Ouais. J'ai pas choisi le nom Super Batman. Rien que ça, on parle du mec qui était pas choqué ou impressionné d'affronter un clown armé de ballons et un homme pingouin et son armée de manchots armés de missiles. Pourquoi il trouverait bizarre qu'un super-héros se fait appeler Superman? Et je comprends pas pourquoi maintenant c'est un génie scientifique qui est balèze en physique quantique. Oh, et il est mignon votre clin d'œil là, mais Bruce qui utilise des armes à feu? Ferme ta gueule, film. Je sais que c'est le Batman qui tue, mais utiliser un flingue c'est du foutage de gueule quoi. What happened to no guns? This is a gun. Même ces phrases qu'ils ont repris du film de Burton et qui ont trop de moments de pause pour laisser les fans hypothétiques crier « Wouhou, il a dit le truc !» Je suis Batman. Oui, on sait Bruce. Pourquoi tu nous le dis à nous? Tu casses le 4e mur ou quoi là? Vous voulez jouer les dingues? On va jouer les dingues. Ce dialogue ne colle pas du tout au personnage de Bruce Wayne. Ben si, ça vient bien du film de Burton ce dialogue, non? Tu veux jouer les dingues? Amène-toi, on va jouer les dingues. Oui, à un moment où Bruce, en civil, jouait la comédie pour intimider des gangsters. Tout l'intérêt de ce dialogue, c'est de donner l'impression au Joker qu'il n'est qu'un petit con nerveux pour cacher qu'il est Batman, d'une, mais aussi pour que le Joker lui tire dessus sans réfléchir après qu'il ait pris de quoi se protéger d'une balle.
De tous les dialogues du film, vous avez pris celui qui, ironiquement, représente le moins ce Bruce-là. Lego Batman a mieux utilisé cette référence, et sa façon de bouger, bah, je ne vois pas le Batman de Keaton en action, je vois le Batman d'Affleck, mais avec une skin Keaton. Non mais les gens ils voulaient le retour de Michael Keaton en Batman, non? Oui, mais pas comme ça. Personne n'attendait d'un Michael Keaton de 70 ans de faire ce Batman. Un Batman qui bouge super vite et dégomme des mecs. En fait, les seules réelles demandes d'un Michael Keaton de 70 ans en Batman étaient pour explorer un Batman vieux, genre un Batman brisé qui n'est plus en état de se battre, comme l'avait fait le bordélique Crisis on Infinite Earth du Arrowverse. Là, ce serait comme faire un film Logan où Wolverine est flambant neuf et super fort au combat, ou un Rocky Balboa qui bat Dixon d'un coup de poing. On le voulait pour un Batman crépusculaire, pas pour juste la même chose comme en bon vieux temps. Il faut pas les écouter tous ces vieux cons avec leur bon vieux temps, le bon vieux temps c'était de la merde, voilà. Ça n'est pas intéressant, c'est juste du fanservice artificiel. Les fans auraient voulu voir un équivalent à Dark Knight Returns avec un Michael Keaton de 70 ans. Ça aurait même bien utilisé son jeu d'acteur douloureux et viscéral qui a fait le succès de Birdman. Ou une adaptation de Batman Beyond, Batman la relève en VF. Ou Batman 2000 si vous êtes vieux et nostalgique de Canal+ comme moi. Une histoire où Bruce Wayne doit laisser tomber le costume pour le remettre à un nouveau héros. Une des raisons pour lesquelles le Batgirl aurait probablement mieux utilisé leur Batman, car justement ça semblait parler du passage de flambeau. Ah mais en fait on avait aussi prévu un film Batman Beyond avec Michael Keaton. Quoi? Bah pourquoi vous l'avez pas fait alors? On attendait de voir si le film Flash avait du succès avant d'approuver ce projet-là. Vous vouliez faire un film Batman Beyond après avoir fait revenir Michael Keaton dans le rôle de Batman? Mais c'est débile, parce que dans ce film, vous montrez qu'il a pas besoin de faire Batman Beyond vu qu'il arrive à rentrer dans le costume sans souci. Mais attends, Michael Keaton, il devait pas être le Batman fixe post-Flash dans l'univers DC Comics? Mais du coup, il n'aurait fait que 3 films au final, non? Si vous aviez déjà prévu de remplacer Keaton par Terry McGinnis, bah tant qu'à faire, faites même pas revenir Keaton, faites Batman Beyond mais avec Ben Affleck quoi. Je vois même pas pourquoi vous vous embêtez à rendre Batman Beyond canon, faites juste un film Batman Beyond à part, ça suffira. Et vous alliez où au bout d'un moment avec ce nouvel univers cinématographique? Non parce que si vous aviez aucune destination de prévue, bah tant qu'à faire, laissez les réalisateurs faire tout ce qu'ils veulent et envoyer chier l'univers cinématographique quoi. Et Marvel alors pourquoi ils le font pas eux? Mais justement, c'est nul aussi quand Marvel le fait. Leurs meilleurs films, ce sont ceux qui en ont rien à foutre de l'univers cinématographique ou des canons. Vous auriez pu justement éviter l'erreur de Marvel. Mais non, comme d'habitude, vous faites les mêmes erreurs, mais en pire. Les autres caméos ne sont hélas pas mieux. Celui de Wonder Woman qui est là juste pour voir si elle peut faire pire dernier film et pire caméo que Shazam 2. Oui, elle peut, et ce avec un gag nul à base de lasso de vérité. Je me suis forgé une image de toute puissance pour compenser le trauma que j'ai subi enfant. Ouais, je sais que le sexe ça existe, le truc c'est que j'ai jamais pratiqué. Et là, le criminel qui est attaché à Batman a une idée. Eh, c'est quoi ton vrai nom? Bruce Wayne. Oh merde! Eh les gens, Batman c'est Bruce Wayne. Je mens pas parce que j'ai le lasso de vérité sur moi. Aussi, les gens ont oublié comment marche ce lasso. Il te force à dire la vérité quand on te parle. Que Bruce réponde j'ai un trop gros ego pour dire merci, ça suffisait. Mais le reste, avec Barry qui balance qu'il est puceau, ce n'est pas comme ça que ça marche. Personne ne parlait de sa vie sexuelle en dehors de ça. Quand je pense que des gens critiquent la scène où Aquaman balance tout dans la Whedon Cut, alors que ça collait au fait qu'il voulait faire le mec classe à la base pour finalement révéler sa vraie nature. Et c'était une des rares bonnes scènes de développement de personnages que Whedon avait pu caser dans ce bordel. Là, c'est juste un gag gratuit de mauvais goût et qui ridiculise encore plus le personnage de Batman que ne l'a fait la série Harley Quinn. Et au moins, Whedon n'a pas moqué Flash pour être puceau. Je vais pas complimenter Joss Whedon tous les jours, donc profitez-en. Joss qui? On a Ben Affleck. Oui, je considère son apparition comme un caméo, car vraiment sa scène d'action en ouverture ne sert à rien à part lui donner assez de temps d'écran pour faire croire qu'il a un rôle important. La scène pouvait s'arrêter à Alfred qui contacte Flash et ce dernier fait la séquence débile du baby shower. Alfred, qui a le second caméo le plus téléphoné du film, le premier étant Temuera Morrison dans le rôle du papa d'Aquaman. Votre femme est bien reine de l'Atlantide. Non. Genre, il avait besoin de se retourner pour confirmer que sa femme est toujours vieille et moche. Quoi? Mais bien sûr, ce n'est pas de ces caméos-là que vous voulez que je parle. Vous voulez que je parle des caméos qui sont à la limite de l'illégal, pas vrai? La séquence du multivers qui s'écoule a fait énormément polémique, non seulement pour la mocheté de la synthèse qui a des relents de Roi Scorpion, mais surtout pour les personnes représentées. On va commencer par le moins illégal, Nicolas Cage en Superman, qui est bien sûr une référence au projet abandonné de Tim Burton d'adaptation de la mort de Superman, où Nicolas Cage devait justement jouer Superman. Et on le montre en train de combattre une araignée géante, parce que c'était le délire du producteur de ce film, qui voulait mettre une araignée géante là où il pouvait. Après l'annulation de ce film, il a fait Wild Wild West.
tout s'explique. Projet qui faisait peur à beaucoup de fans, mais j'admets, j'aurais été un peu curieux de voir ce que ça aurait donné. Il y a d'ailleurs un chouette documentaire sur ce projet abandonné, je vous conseille de jeter un œil. Ça ou écouter les conférences de Kevin Smith qui en parle, c'est très rigolo aussi, ouais. Did he bring up the spider? I said he did. He brought up the spider. He tell you guys about the spider like every day with the fucking spider. Nicolas Cage a confirmé qu'il a bien tourné une scène pour le film et a aimé se voir en Superman. Mais sa scène ne mettait pas en scène l'araignée géante. Ça a été une surprise même pour lui. Ils ont pris son image et refait une scène complète sans le mettre au courant. C'est pour ça que lui et les autres caméos de ce passage ressemblent à des personnages de jeux vidéo. Ils sont pas basés sur un scan complet de l'acteur ou sur de la performance capture, c'est littéralement une créature de synthèse faite par les animateurs. Le même problème que pour le roi Scorpion justement. Non, et puis j'ai du mal à voir là-dedans un hommage ou un projet abandonné de Tim Burton quand on voit que Tim Burton n'a vraiment pas apprécié cette scène. En autre caméo virtuel, nous avons Teddy Sears dans le rôle de Jake Garrick, le Flash classique. Teddy Sears qui a découvert qu'il était dans le film Flash le jour de sa sortie. Ce qui est con car ceux qui ont regardé la série Flash, où Teddy Sears joue Jake Garrick, savent qu'il ne joue pas Jake Garrick. Il joue Zoom, le méchant principal de la saison 2, qui a pris l'identité de Jake Garrick. Donc votre séquence glorieuse mettant en valeur les héros classiques de l'univers d'ici rate son coup en démontrant que vous ne savez pas ce que vous référencez là en fait. Aussi, les acteurs qui ont joué Flash dans les deux séries télé, Grant Costin et John Wesley Shipp, celui qui jouait le vrai Jake Garrick dans la série de 2014, ont déclaré être déçus que Warner et DC n'aient pas pensé à leur faire à eux un caméo dans ce film, alors qu'ils sont les interprètes les plus connus du personnage. Et ouais, vu que vous référencez la série de 2014 avec Teddy Sears, pourquoi vous les avez pas pris eux? Mais ça, ce sont pour les caméos de gens toujours en vie. Qu'en est-il des caméos de gens morts? L'image de Christopher Reeve en synthèse moche a fait le tour des réseaux. Et oui, il est dégueulasse. Mais pas pour autant immoral. John Glover, l'acteur qui jouait Lionel Luthor dans Smallville, avait fait une bonne remarque sur Christopher Reeve, expliquant que la décision revient à sa famille. Ce qui ne veut hélas pas dire grand chose quand on voit comment les héritiers de Louis de Funès ont mal utilisé son image dans Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Et comme John Glover avait travaillé avec lui, il savait à quel point Reeve était passionné par Superman et aurait probablement accepté qu'on utilise encore son image après sa mort. Donc oui, je suppose qu'on peut voir ça comme un hommage à l'acteur qui a tout donné au personnage. Là où c'est outrageant par contre, c'est pour l'autre Superman. Cet acteur-là est George Reeves. Aucune relation, il a un S à la fin de son nom. Pas que sur la poitrine. C'est le tout premier acteur à avoir joué Superman pour la télévision. Et lui, par contre, il aurait pas voulu de ce caméo. Parce que jouer Superman a ruiné sa carrière en l'enfermant dans l'image du super-héros. C'est même supposé par sa fiancée, Leonor Lemon, que l'impossibilité pour lui de trouver le genre de rôle qu'il voulait l'aurait poussé au suicide. Donc ce pauvre gars qui n'a pas trouvé d'échappatoire à l'image de Superman que sa propre mort, et bah les gars de Warner, en faisant ce caméo, montrent qu'ils pissent sur sa tombe, déterrent son cadavre et le remettent dans le costume pour montrer que même dans la mort, il n'y échappera pas. Et de ce que j'en sais, il n'a pas eu de descendance, donc du coup, quelle famille a approuvé l'utilisation de son image dans cette histoire? Bah d'ailleurs, est-ce que la famille de Christopher Reeve a donné l'autorisation pour qu'ils utilisent son image dans ce film? Ou Adam West? Ou Cesar Romero? Est-ce qu'il y a au moins une famille qui s'est publiquement exprimée là-dessus? J'ai cherché une confirmation officielle, mais tout ce que j'ai trouvé c'est le tweet de John Glover qui parle de ça. Mais en vrai, il en sait rien. Et Alan Slater, elle en pense quoi? Elle est toujours en vie, mais personne ne semble avoir demandé son avis sur son caméo en Supergirl version PS2. Et pour finir, le caméo de fin. Pas celui de Jason Momoa qui se met en condition pour tourner dans Aquaman 2 et torturer Amber Heard. Non, je parle bien sûr de George Clooney. 3 fins étaient prévues pour le film. La première devait montrer que Supergirl et Batman Keaton sont toujours dans cette timeline, annonçant Supergirl comme la nouvelle héroïne d'ici à avoir ses films par la suite, et Batman Keaton comme le nouveau Batman régulier du DCU. Ils ont finalement tourné une fin où devait apparaître Henry Cavill et Gal Gadot, car ils espéraient relancer des films avec le Superman de Cavill, et Wonder Woman 3 était toujours planifié. Et on mettait aussi Batman Keaton, toujours pour l'officialiser comme le nouveau Batman régulier. Mais Black Adam a fait un four, démontrant aux yeux des producteurs que l'engouement pour le retour de Cavill n'attirait pas assez. Les critiques du dernier Wonder Woman et les autres projets de l'actrice ont découragé l'idée de faire un Wonder Woman 3, et ce bâtard avait annulé tous les films avec Batman Keaton. Donc on fait une troisième fin avec George Clooney. Pas pour annoncer Clooney comme le nouveau Batman régulier, mais pour ridiculiser la situation, car au moment où de tourner la scène, ils savaient qu'ils allaient tout rebooter, et que ce film n'amène à rien. Donc ils tournent la fin en ridicule en faisant venir une version de Batman qui sont sûrs de ne pas faire revenir régulièrement. C'est paradoxal! Tu dois connaître ces personnages et leur histoire pour savoir ce qui se passe. Et si tu connais ces personnages, bah tu vas pas aimer ce qui se passe en fait. Ce que je vois, c'est le monde virtuel de Space Jam 2. Juste Warner qui se la pète à te montrer « Regardez, on a ses propriétés intellectuelles, c'est trop cool, pas vrai ?»
Faites pas attention à celui-là par contre. Ça participe aussi à l'une des craintes de la grève des acteurs. Hollywood va juste prendre l'image d'acteurs comme Nicolas Cage et Christopher Reeve pour les recréer en images de synthèse et faire des films sans eux, voire sans leur autorisation. Parce que les acteurs ne sont que des outils pour les producteurs de ces univers cinématographiques. C'est le truc que Ready Player One critiquait. On nous promet tous ces personnages, mais c'est qu'une copie virtuelle. Ce n'est pas le vrai truc. Je veux bien qu'on fasse des films sur Batman Keaton, sur Flash ou sur Supergirl. Je vais pas trop parler d'elle car j'ai pas grand chose à lui reprocher à part son changement soudain d'avis sur l'humanité et la façon trop facile dont elle se fait tuer, mais l'actrice a du talent et vend bien une version féminine de Man of Steel, ce qui est impressionnant quand on sait que c'est littéralement le premier film de Sacha Callier. Ouais, à la base, c'est une actrice des Feux de l'amour. Ah, je juge pas, hein, c'est même pas la première fois qu'un héros d'ici était joué par un acteur des Feux de l'amour, hein. Bref, je veux bien que vous me faisiez un film sur ces personnages, mais si vous le faites, racontez quelque chose avec eux. C'est ce qu'a fait The Batman, Joker ou même Man of Steel. Vous contentez pas de la forme de caractérisation stéréotypée et de phrases cultes dites aléatoirement, car j'ai juste l'impression de voir un jouet plus qu'un personnage là. Chose confirmée par Michael Shannon qui joue Zod, qui a déclaré qu'on a fait revenir son personnage pour rien, à part lui donner l'impression que les films de multivers sont comme des gens qui jouent avec leurs jouets. Et quitte à regarder une version jouet de Batman, bah autant regarder Lego Batman directement, hein. C'est un bien meilleur film. Mais le film raconte quelque chose. Il parle de la nécessité du deuil et il montre qu'on ne peut rien changer avec Flash qui doit renoncer à sauver sa mère. Donc rien qui nécessite Supergirl, Zod, Batman Keaton ou un George Reeves en synthèse. Non, et puis je me la pèterai pas trop avec cet aspect-là du film parce que c'est le pire truc du film. Ah carrément. Le pire truc? Mais les rares gars qui ont aimé le film aiment bien le drame de ce film. Ils aiment le drame, oui. Mais qu'est-ce que vous racontez avec ce drame-là, en fait? N'auriez-vous pas, disons, accidentellement, à rajouter des implications douteuses? You can't save them. Donc, le thème principal de ce film, c'est « Tu ne peux pas sauver tout le monde ». Donc, la leçon que Spider-Ham donne à Miles Morales dans Spider-Verse. Le plus difficile dans le boulot qu'on fait, c'est que, malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Les deux Flash sont confrontés à ça durant le combat final où Zod gagne, tue Supergirl, prend le codex dans son ADN, lance le terraformage qui va détruire toute vie sur Terre, et où Batman meurt. Ils utilisent bien sûr leur capacité à remonter le temps pour changer ça, mais le résultat est le même. Donc le premier Barry en conclut... C'est inévitable ce qui se passe, on aura beau essayer 1 million de fois, on n'arrivera jamais à arranger ça. Quoi qu'on fasse, ce monde meurt. Aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi vous pouvez pas changer ça? Non, vraiment, je parle en tant qu'anomalie statistique qui donne beaucoup de bénéfices à la scène où Superman tue Zod car c'était le seul moyen de sauver une famille innocente. Pourquoi tu ne peux pas changer ça, Barry? Et je parle même pas du fait que tu peux voyager dans le temps, je parle du fait que pourquoi c'est impossible de sauver ces deux-là? Avec ton pouvoir de super vitesse, tu peux déposer Batman dans un autre pays le temps que la bataille se passe, et boum, t'as sauvé Batman! De toute façon, dès qu'il a plus son Batplane, ça ne sert à rien de le laisser continuer la bataille. Tu ne vas pas foutre un vieux Batman non préparé contre des militaires kryptoniens super forts, alors que même le Batman Affleck avait besoin d'une super armure et de kryptonite pour mettre à terre un seul. Pour Supergirl, c'est encore plus con car la façon dont elle se fait battre à chaque fois fait vraiment forcer. Genre hop, je me laisse tuer. Surtout que si vous vous souvenez de Man of Steel, Zod dans cet état-là était censé être moins fort que Superman lui-même. Son scaphandre le protège du soleil jaune, car sans ça le changement d'atmosphère le mettrait KO. C'était un point qui mettait Superman en avantage sur Zod. Sans votre casque, vous captez tout. Et ça fait mal. J'ai pas raison. Rajoutez à ça que Supergirl est définitivement plus violente que Superman, n'hésitant pas à tuer, probablement à cause des années de torture dans la base russe. Mais aussi, là où dans le comics Flashpoint, les conditions de captivité de Superman l'ont rendu maladif, de ce qu'on en voit dans le film, ces tortures ont rendu Supergirl plus endurcie. Et donc, au risque de passer pour le genre de mec qui se dispute pour savoir qui est le plus fort entre Son Goku et One Punch Man, dans le contexte de ce film, Supergirl devrait être plus forte que Superman, qui était déjà plus fort que Zod en scaphandre. Donc ça n'a pas de sens qu'elle se fasse battre aussi facilement. Mais surtout... ça. Barry vient de putain de tuer un kryptonien là. Il l'a one shot. Je vais pas me relancer dans le débat de les super-héros qui tuent, mais ouais, c'est très fucked up de voir le comic relief de la Justice League, celui qui osait à peine tuer des monstres extraterrestres dans son précédent film. Je peux être transparent là, j'ai jamais bataillé de ma vie. J'ai juste poussé des gens avant de filer en vitesse. Faire une mise à mort à la Reverse Flash. Pardonne-moi. Mais pour moi, tu es mort depuis des siècles. Mais quitte à faire une Reverse Flash,
Fais-en une sur Zod ou sur les autres Kryptoniens, non? Que tu marras facilement quand même, en plus. Même Barry 2 se retrouve avec un bras couteau à cause d'un accident de phasage. Il arrive à en buter facilement, notamment la plus forte de l'armée kryptonienne, et il n'arrive pas à gagner la bataille à lui tout seul et sauver Supergirl? Après 1 milliard de tentatives? Comme le plus rapide du monde, mon cul. D'un côté, les Kryptoniens sont ultra nerfs, mais de l'autre, ils gagnent quand même, c'est débile. Mais revenons au voyage dans le temps. Batman et Supergirl se font tuer une fois, donc les deux Flash remontent le temps pour les sauver. Et t'as ce plan qui te fait bien comprendre qu'il y a actuellement 4 Flash maintenant. Les deux autres n'ayant plus rien à faire, vu qu'ils n'ont plus à rester comme des piquets à réagir bêtement à la mort de Batman et Supergirl. Donc... ils foutent quoi les deux autres? Et pourquoi ils aident pas contre Zod? Mieux, le Barry qui sauve Batman, tout ce qu'il avait à faire c'est dire à Batman de ne pas tirer de missiles sur le gros vaisseau. Je m'attaque au gros vaisseau. Décroche, Bruce! Le vaisseau amiral a un bouclier! Bien reçu. Et les autres Flash sont pas genre, mais je n'ai pas dit ça en fait. Et ils ne se croisent à aucun moment. Et du coup, tu fais quoi en attendant que Batman se crache et se fasse buter? Aide-le, bordel! Comme le plus rapide du monde, mon cul. Non mais tu comprends pas, c'est un commentaire méta à la Across the Spider-Verse qui montre que ça fait partie des traditions du super-héros d'avoir des origines dramatiques. Quelle tradition? Mais t'as jamais lu de BD Flash en fait? J'en ai lu bien plus que toi, parce que moi je sais que l'histoire de la maman de Barry qui se fait tuer, elle date que de 2009. Quoi? Non! Ah si, j'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur Flashpoint. C'était un retcon que Geoff Jones a imposé en 2009, ça en fait. Salaud! Ta gueule! Ton gourou a toujours été là pour adapter les bandes dessinées de Geoff Jones, fais avec! Et avant que Geoff Jones ne retconne ça, Barry Allen n'avait pas d'origine dramatique. Mais du coup, comment il est devenu un super-héros? Il s'est pris la foudre et a acquis le pouvoir de super vitesse, voilà. C'est tout? Mais... sa motivation pour combattre le crime, c'est quoi? C'est juste un gars avec des super pouvoirs qui veut juste aider les gens. Ça existe quelquefois dans la vraie vie, des gens qui veulent juste aider. DC et Marvel vous ont tellement levé le cerveau avec leurs histoires dark et dramatiques que vous avez oublié qu'à la base des super-héros, ils avaient pas forcément besoin d'une origin story dark pour vouloir aider les gens. Ça marche pour Batman, mais pas tous les super-héros sont obligés d'être comme Batman. Et puis surtout, c'est l'opposé. Cette scène trahit l'une des traditions les plus importantes dans le domaine des super-héros. Laquelle? Sauver des gens! C'est dingue que vous vous êtes tellement enfoncé dans le spectacle anti-intellectuel, le fanservice et tout, que vous vous retrouvez à faire un film de super-héros où le super-héros doit apprendre à arrêter de vouloir sauver des gens. Il n'y a rien de plus offensant pour un fan de super-héros que ça à mes yeux. Les super-héros sont des super-héros parce qu'ils sauvent tout le monde. Ils sauvent leurs parents, ils sauvent les personnes qu'ils aiment, ils sauvent les personnes qu'ils n'aiment pas, ils sauvent leurs associés, ils sauvent le super-vilain, ils sauvent tout le monde. C'est pour ça que beaucoup ont du mal avec Superman ou Batman qui tue. Mais tu vois, même dans ces cas-là, Superman sauve le monde, Lois et une famille d'inconnus. Batman sauve Gotham, Vicky Vale et Martha Kent. Il y a toujours un truc où le vrai moment qu'il est défini, c'est quand il sauve quelqu'un. Dans ce film-là, Flash sauve des bébés dans une scène se voulant ridicule, sauve Supergirl pour la laisser crever après, et ne sauve même pas l'enfant qu'il avait sauvé dans la principale timeline durant l'attaque de Zod. Il sauve son père de la prison en faisant le truc que tout le film lui dit qu'il doit pas faire, et il en subit une conséquence en fin de film, démontrant, comme je le disais, qu'il n'a rien appris. C'est même dégueulasse pour la mère, parce que la sauver elle, ça détruit le monde, mais sauver son père, ça fait juste revenir George Clooney en Batman? Non mais, en même temps, comment il aurait pu faire sortir son père de tôle? Tu te plains qu'il sauve pas sa mère, mais pour le père, hein, t'as moins de problème, hein? Parce que la situation est artificiellement forcée pour qu'il n'y ait pas d'autre solution pour sauver son père que de remonter le temps. Justement, il ne peut pas changer ça sans modifier le cours du temps. Ouais, tu confirmes ce qu'il vient de dire, là, en fait. Bah ok, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre pour sauver son père, alors, hein? Trouver l'assassin. Qui? Exactement! On a oublié qu'il y avait un assassin dans tout ce bordel! Fais dire, si ça se trouve, le mec a tué d'autres personnes et tue toujours dans le présent, et il doit être arrêté. Donc pourquoi il n'utiliserait pas son pouvoir de voyager dans le temps, pas pour arrêter le meurtre de sa mère, mais pour voir comment ça s'est passé, identifier l'assassin, le forcer aux aveux, et comme ça, il fait libérer son père. C'est quand même une tactique plus logique pour le faire libérer, que de risquer de changer l'espace-temps en déplaçant des conserves de sauce tomate. C'est comme s'il voulait garder le secret sur l'identité de l'assassin pour une suite ou quelque chose. Et je vois pas l'intérêt de faire ça pour un assassin Osef comme le suggérait ce film. Oh putain, me dites pas que là aussi ça devait être Reverse Flash qui vient du futur. Oui, c'était ça. Oh putain de merde, donc vous êtes encore tombé dans le piège de faire de la mort de Nora Allen un changement temporel par zoom. Ce qui, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Flashpoint, rend encore une fois absurde l'idée de point fixe dans le temps que vous imposez autour de sa mort, vu qu'on a clairement eu une timeline où elle était en vie à un moment, et où ça n'empêchait pas Barry de devenir Flash, ou même le reste de la Justice League d'être la Justice League qu'on connaît. Et puis c'est débile, parce que la raison pour laquelle le tout repose sur cette conserve de merde, c'est pour qu'Henry soit à la maison quand l'assassin arrive, pour qu'il ait peur de prendre le risque d'entrer par
effraction. Et clairement ça a marché car justement Henry qui reste à la maison ce jour-là sauve Nora. Donc t'essayes de me dire que Reverse Flash avait peur d'Henry? C'est encore plus con quand tu vois que les autres versions de ce meurtre, Zoom s'en fout qu'Henry soit là. Il la bute même devant ses yeux dans le comics. Si c'était Reverse Flash, et bien dans ce cas, pourquoi Reverse Flash a attendu que Nora soit seule pour la tuer? Et si ça le gêne vraiment, pourquoi il va pas à un autre moment dans le temps où elle est seule? Et avec tout ce bordel avec le Dark Flash et tout, bah qu'est-ce qu'il foutait Reverse Flash pendant ce temps? Ah ouais, c'est con ça, hein? C'est comme si en privilégiant le message au contexte, vous avez fini par faire une histoire qui n'a aucun sens. Mais vraiment, que la leçon du film ne soit pas juste accepter le deuil pour un personnage tertiaire qui fait 5 minutes de film, ou faut pas remonter le temps, mais carrément faut pas sauver des gens, c'est vraiment que les mecs ont rien compris au genre qu'ils adaptent. Tout ça parce que Barry abandonne l'idée au bout de 2 tentatives. On n'a rien essayé, on est vraiment à court d'idées. Hey, sachant que ce film insiste sur le fait qu'on est dans une dimension parallèle et pas dans une ligne temporelle différente, ce qui ne marche pas comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Flashpoint, alors ça veut dire que Flash a laissé Zod détruire toute une planète pour rentrer chez lui et oublier tout ce bordel. Et la réalité qu'on a laissée derrière nous? Et la réalité dans laquelle Hitler guérit le cancer, Morty? La réponse est arrête d'y penser. Cette fin, c'est comme si à la fin du premier Spider-Man, notre héros laissait crever Mary Jane au lieu de faire l'effort incroyable de la sauver, elle et les enfants. C'est comme si les Avengers se laissaient tomber le casse temporel et ne faisaient pas revenir à la moitié de l'univers. C'est comme si les Gardiens de la Galaxie laissaient Rocket mourir. On critique la fin de Superman depuis des années, mais je préfère le Superman qui remonte le temps en tournant autour de la Terre pour sauver Lois, plutôt que Flash qui se résigne parce que oh là là, ça me dépasse, l'espace-temps c'est pas rigolo, hein. Oh well, that's alright then. Même dans The Suicide Squad, un film sur des super vilains, il sauve des gens à la fin. Au mieux, vu qu'on parle de Flash, la fin de la Snyder Cut, eh bien ce con de film dit que Flash n'aurait pas dû remonter le temps à ce moment-là et aurait dû laisser la Justice League et la planète se faire désintégrer. Beaucoup de fans critiquent la scène du peut-être dans Man of Steel parce que l'idée que le père du plus grand super-héros de tous les temps lui dise qu'il devrait peut-être laisser des gosses mourir est vu comme un affront, un blasphème, la pire des offenses pour un fan de Superman. Mais au moins cette scène se voulait comme un moment de faiblesse d'un homme qui veut protéger son fils du reste du monde. Et à la fin, Superman finit par prendre ce risque et de sauver des gens. Il y avait un arc, un propos nuancé. Là, Flash sauve son cul en faisant tuer sa mère, plutôt que de faire l'effort totalement faisable pour lui d'arrêter un génocide. Oh well, that's alright then. C'est pour ça que ce film mérite la plus sévère des condamnations. Ce n'est pas juste pour avoir servi d'alibi à un individu dangereux, d'avoir bafoué des figures de la pop culture, ou d'être mal écrit et moche à regarder, ce qui sont déjà des trucs très graves, hein, certains pires que d'autres. Mais c'est aussi parce qu'au final, ce film dit carrément que c'est mal de trop vouloir sauver les gens. Et je le dis devant le juge et la cour de justice, va te faire foutre, film de merde! Et le pire, c'est que je suis sûr que ce n'est pas volontaire comme message, que Muschietti et sa team ne se sont juste pas rendus compte de ce qu'ils racontaient là, car tout le monde s'en fichait de l'histoire. C'est un récit conté comme un idiot, plein de bruit et de fanservice qui ne signifie rien. C'est aberrant que leur promesse d'un nouvel univers cinématographique et d'offre de fanservice est telle qu'ils vont jusqu'à dire un truc qui va à l'opposé de ce que le terme héros signifie. Je n'ai jamais l'impression d'avoir un être humain qui veut me transmettre quelque chose ou qui veut me parler. Le seul moment où je ressens une tentative de communiquer, c'est pour la fin avec George Clooney, qui est une punchline pour dire que l'industrie responsable de Batman et Robin n'a pas changé et n'a appris aucune leçon. Qu'est-ce qui vous prend? Disparition ninja! Ok, donc vu que la défense vient littéralement de prendre la fuite, le film est jugé coupable du coup Donc oui, le film est jugé coupable devant les heures de blabla qui ne laissent pas d'espace pour en placer une à la défense la plus catastrophique qui m'ait été donnée de voir. En même temps, ce sont des cadres hollywoodiens. Ils s'en fichent de la qualité du film, du moment que le film se vende. À se demander jusqu'où ils iront, ces cons-là. Je vous le jure, j'ai tout essayé, mais ils sont quand même arrivés à la conclusion que ce film est notre nouveau Batman et Robin. Toujours aussi chiant, ce monsieur J. On va pas tenir longtemps comme ça, monsieur. Faut laisser tomber la méthode Marvel, on est nuls à ça. Et laisser Disney gagner? Hors de question. Mais alors comment on va faire pour les combattre si on saigne des millions chaque semaine? Ne t'en fais pas. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Hammond, il est temps qu'on parle. Es-tu intéressé par un rachat?
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de la chaîne. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don sur Patreon, où vous y aurez accès au Discord privé de l'émission, ainsi que des exclusivités et infos sur l'avancée de la prochaine vidéo. Et vous aurez aussi des contreparties comme votre nom au générique, des badges, des mugs, des posters ou des t-shirts, ainsi que le choix d'un jeu pour un prochain live sur ma chaîne Twitch. Merci encore et à bientôt sur Fermez-la.